Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle table de discussion Empire Solo. Aujourd'hui, on se pose une question vraiment très intéressante. Le SEO, est-ce que c'est une priorité ou est-ce que ça devrait être une priorité pour les solopreneurs? Pour en discuter avec nous aujourd'hui, on a un superbe panel composé de Patricia Filiatro, de Allô? Nicolas Roy, Hello. d'Alexandre Marotel et Hello. de Geneviève de Champlain. Donc, avant de vous laisser la parole pour vous présenter, pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est qu'Empire Solo, c'est un écosystème pour solopreneurs. Donc, notre mission, c'est d'aider les solopreneurs à atteindre leur idéal de succès. C'est d'abord un parcours de formation, d'accompagnement, avec aussi des projets pratiques pour vous aider à bâtir vos actifs numériques. Et en périphérie, on a des ateliers experts, on a une plateforme en ligne, des événements réseautage et des tables de discussion comme celle qu'on fait aujourd'hui. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux te rendre au empiresolo.co, je m'abonne. Donc, voilà, on se lance avec un tour de table pour apprendre à vous connaître. Donc, peut-être prendre quelques minutes pour vous présenter et nous dire aussi quelle est votre relation, comment le SEO est arrivé dans votre vie. Donc, on va commencer par Patricia, qui risque souvent d'être la première parce que tu OK. es Je en haut suis à gauche direct de en haut. l'écran. OK, correct. Enfin. Voilà. Euh, Donc, oui, moi, c'est Patricia Filiatro. J'ai fondé mon entreprise PF Communication en 2015. Ça fait que ça a fait 8 ans, ça va faire 9 ans cette année. Me présenter un petit peu, j'évolue dans le monde du marketing et des communications depuis que j'ai fait mon bac à l'UQAM en com. Mais rapidement, le numérique a pris le dessus. Moi, j'ai fait un bac en relations publiques. Puis des relations de presse, c'était, je pense, la chose que je détestais le plus. Donc, j'ai rapidement su que c'était pas ça que j'allais faire dans la vie. Puis, j'ai créé un premier site web pour mon père, pour l'entreprise de mon père. Et j'ai eu la piqûre, puis je me suis mis à vouloir en faire plus. Puis même à mon travail, je poussais pour qu'il y ait des projets. Je disais, on pourrait créer un site pour ça, on pourrait créer un site pour ça. Puis ça marchait, puis on embarquait dans mon intensité de passionné de WordPress. Et ça a commencé comme ça. J'ai fait un site pour mon père j'étais bien fière. Il était bien content, mais il y avait personne qui le trouvait. Fait qu'on n'était pas plus avancé. Il m'avait appelé, il me disait, il m'appelle Patou, il dit merci Patou, ah, il est trop beau mon site. Puis, tu sais, comme 12 ans plus tard, il est vraiment pas super beau, mais c'est pas grave. À l'époque, il était beau. Puis, il dit, mais tu sais, le téléphone sonne pas plus. Fait qu'il dit, ah, tu sais, je pense que je vais reprendre mon abonnement page d'onde. Puis, tu sais, je vais. Puis là, j'étais comme, non, 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 c'est sûr qu'il y a une solution, il y a moyen, on va trouver pour que les gens le trouvent. Puis, c'est là que j'ai découvert le SEO, que ce que ça voulait dire, ces trois petites lettres-là, puis que le référencement naturel, allait pouvoir donner un coup de main à mon père et son entreprise, puis ça a fonctionné. Donc, il est devenu très rapidement. Tu sais, ça date de v'là 10 ans, là. Fait que les recettes, v'là 10 ans, il était quand même plus facile à mettre en place, mettons, qu'aujourd'hui, là. Fait que très, très rapidement, tu sais, il a été dans le top, dans première position sur le mot-clé, première page. Encore aujourd'hui, il est en première page. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre parce que ça devenait une évidence que créer un site pour créer un site, ça n'avait pas de sens. Il fallait que les SEO viennent après. Donc, j'en ai fait une spécialisation, puis j'ai offert des services de SEO. Puis là, ben, 8 ans plus tard, j'ai mon équipe. Fait qu'on est quelques experts comme ça à travailler sur les projets des clients pour leur offrir le plus possible la première page de Google, le plus souvent possible quand on est capable de le faire. Ça ressemble à ça, ma petite histoire d'amour avec le SEO. Super, super. C'est quoi, par curiosité, l'entreprise de ton père? Il était dans quel secteur? Oui, mon père est ramoneur de cheminée. OK? Fait que OK. c'est vraiment pas un métier d'avenir, on s'entend, là. Tu sais, il y a de moins en moins de foyers, de cheminées, puis tout ça, la pollution et tout. C'est Cheminée Excel. Donc, lui, il était ramoneur depuis des années. En fait, l'année de création de son entreprise, c'est mon année de naissance. Il a commencé quand je suis née, il avait genre 23 ans. Donc, ramonage Rive-Sud, ramonage Longueuil, ramonage, nomme toutes les villes de la Rive-Sud de Montréal. C'est là-dessus que j'ai travaillé mon SEO, puis c'est ça. Ouais. Super intéressant. Nouvelle d'actualité, hein, parce que j'ai entendu ça pas plus tard qu'hier qu'à Québec, ils viennent de passer une loi temporaire qui empêche là,
les personnes de chauffer au bois. Oui, ou Donc, d'en rajouter, en fait, là. Ceux qui c'est en ont, ils dans- ont comme une espèce de clause grand-père, mais sinon, ouais, c'est sûr, ça va être appelé à disparaître, mais il va prendre sa retraite, ça va être correct. Il va être correct. OK, Bon. il arrive juste au bon moment. Ouais, c'est ça. Super. Bon, ben aujourd'hui, on parle de ramonage de cheminée. Fuck le SEO. Moi, je suis en appart, j'ai pas rapport. Fait que bye. Ouais, non, c'est Bon, ça, mais garde, tant pis. je- Geneviève, vas-y donc avec ta présentation. Ah, c'est parce qu'il me fait. Tu me fais-tu parler parce que tu sais que je vais parler tout le long, anyways? OK. Euh, moi. Moi, je m'appelle Geneviève de Champlain, oui, comme le pont. Est-ce que je suis parentée avec Samuel de Champlain? Probablement. Je suis allée sur ancestry.ca. Je me suis rendue quand même assez loin, mais on n'a pas encore réussi à se rendre jusque 1600 quelque chose. On s'entend que les documents sont très vieux puis très illisibles, mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, là. Moi, je suis On va parler de spécialiste. ramonage puis d'histoire aujourd'hui. C'est Hey, ça, ça nos va vraiment être une journée de fou. Le monde, il va apprendre plein d'affaires, plein l'histoire d'affaires. de Champlain, les ramonages de cheminée. Fait que, moi, j'ai fait l'aventure de l'entrepreneuriat, puis j'ai réalisé que c'était comme à moitié pour moi. Fait que, moi, je travaille en entreprise, je travaille chez Attitude Marketing comme spécialiste SEO, mais à mon compte, j'ai gardé la vocation formation. Fait que moi, mon dada, c'est vraiment la formation SEO, la formation Google Ads, j'en offre sur mon site web, je l'offre dans les entreprises, puis je suis formatrice à la Fusée à Montréal, à Montréal, c'est en ligne, là, mais la Fusée qui appartient à Digital, moi je suis une de leurs formatrices. Moi j'ai découvert le SEO un peu comme Pat en sortant de l'école, puis je me suis retrouvée chez TC Média que dans le temps, il commençait le web. Tu sais, TC Média à l'époque, on parle de 2011, 2012, c'était Elle Québec, Elle Canada, tu sais, des grandes marques comme ça, mais il était encore très, très print. Mais là, il s'en allait vers le volet vraiment web. Donc, moi, je suis tout de suite embarquée. Puis, comme Pat dit, là, c'était vraiment facile de faire du SEO, là. Tu mettais un mot-clé dans un H1, puis le lendemain, tu étais numéro un, là. Mais c'est vraiment plus comme ça aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé avec Google Ads, qui a vraiment été mon premier bébé que j'enseigne encore aujourd'hui, que je fais encore aujourd'hui. Puis, petit à petit, on m'a vraiment introduit au SEO, puis j'en ai toujours fait. J'ai fait toutes sortes d'emplois, mais j'ai toujours été la fille de web dans tous mes emplois. Puis, il y a quelques années, là, j'ai décidé vraiment de me lancer 100% en SEO parce que je stockais constamment Patricia. Puis, je me disais, moi, j'aimerais ça être cool comme cette fille-là. Ça tombe bien, je suis devenue aussi cool qu'elle. T'es Ben, bien elle plus est cool encore que plus moi. cool que... Non, Mais non, non, arrête, t'es t'es plus cool que folle. moi, là. Fait qu'en bout de ligne, Patricia, c'est devenu mon amie. Fait que Oui, si vous voulez des nouveaux amis, faites juste les stalker. Puis ils vont devenir vos amis après. C'est tout. Le aussi simple conseil que du jour, ça. ça, c'est sûr que ça Mais va être Pat dans et moi, on la s'entend très partie à bien. retenir à la fin. Oui, de stocker vos amis. Fait que le SEO a toujours eu une grosse portion dans ma vie. Tu sais, j'ai un blog, j'essaie là, de le garder à jour et tout. Je rends le monde fou à parler de SEO. Puis là, comme j'ai des dates là, de Tinder, là, puis ils comprennent pas à moitié de ce que je parle. Là. Fait que c'est ça. Ça, c'est moi. Super, merci pour cette belle introduction. Alexandre Marotel, hâte Ouais, de ça peut voir encore tes rebondir. avant. Peut-être que tu devrais dater des SEO. Du coup, justement, là, ça serait parfait pour, Nicolas, pour il est pas toi. disponible. Ah, bah écoute, faut lui I demander. tried. Alors, bah, moi, contrairement aux deux présentations qui ont pu être faites auparavant, le SEO, c'est arrivé un peu plus tard. Pour me présenter, je m'appelle Alexandre Marotel, j'ai 35 ans. J'ai commencé le SEO il y a à peu près 7 ans de ça. J'ai monté mon entreprise donc qui s'appelle Tweno il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc je crée pas mal de contenu. Bah, j'ai créé et je continue à créer pas mal de contenu. Donc notamment avec un gros blog où il y a plus de 300 articles, pas mal de vidéos également sur YouTube. Je publie également, il fut un temps, pas mal sur LinkedIn, même si là-dessus je me suis beaucoup calmé. Mais c'est vrai que donc du coup le SEO est arrivé un peu sur le tard. Au départ, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études en école de commerce et dans un premier temps dans ma entre guillemets carrière, j'ai commencé comme un vilain petit canard dans la finance. Et donc c'est une reconversion à un moment donné. Voilà, le fait d'être en costume cravate un peu déprimé, je me suis dit que c'était pas forcément l'horizon indépassable d'une vie. Donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat.
Et bah, un peu comme souvent les gens en SEO, on tâtonne, bah, on se dit, voilà, on a un site web, effectivement, on n'a pas de trafic. Et puis, bah, petit à petit, on on tire la corde et on arrive vers le SEO. Donc, moi, je suis vraiment rentré de cette manière-là, avec mes propres sites dans un premier temps, et puis après, dans un second temps, en proposant des prestations auprès des clients. Voilà. Intéressant. Super, excellent. Ben, je me présente, Nicolas Roy. Moi, mon background, un peu comme Alexandre, le SEO est arrivé en deuxième carrière, c'est-à-dire que moi, j'ai étudié en kinésiologie à l'université et j'ai été préparateur physique, donc j'ai entraîné des athlètes de haut niveau, dont des équipes nationales et tout. Et j'avais une entreprise d'entraînement. Et en 2012, on a investi énormément d'argent dans un site web qu'on croyait allait être un investissement, mais ça a été une énorme dépense. Et c'est à partir de là que ma quête de comprendre ce qui s'est passé puis pourquoi que ça n'a pas eu de succès m'a amené à regarder beaucoup d'aspects du marketing numérique en général pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc, je les ai passés au peigne fin un par un, tous les éléments. Et quand je suis arrivé au SEO, ben, un, j'ai compris que notre site web était vraiment pas fait pour ça. Et deux, ben, j'ai réalisé à quel point ça ressemblait à ce que je faisais. Parce que moi, dans le fond, ce que je faisais, c'est que les athlètes, je les entraînais pour prévenir les blessures et pour être plus performants physiquement. Donc, je faisais l'analyse du sport, puis j'entraînais mon athlète pour prévenir les blessures puis être plus performant. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivé, OK, au lieu d'être un sport, c'est un mot-clé. Au lieu d'être un athlète, c'est un site web. Puis au lieu d'être des qualités physiques, ben, c'est des éléments à prendre en considération. Donc, chaque sport doit avoir un entraînement différent, un protocole d'entraînement. Et donc, chaque mot-clé doit avoir son protocole. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait ma transition de préparateur physique, entraîneur à personne de SEO. Ça s'est fait progressivement jusqu'à ce que je quitte mon métier d'entraîneur. Il y a toute une histoire derrière ça, mais on va épargner les détails pour pas prendre trop de temps là-dessus. C'est intéressant ton analogie. Je l'avais déjà entendu, là, mais je trouve ça tellement cool. Super, ben, on va commencer bien smooth avec une question pour ceux qui s'y connaîtraient pas nécessairement en SEO. Peut-être se lancer sur bon, qu'est-ce que c'est le SEO, les grands fondements, et puis pourquoi c'est important pour un solopreneur? Est-ce que c'est important d'une part? Je présume que vous allez dire oui, mais pourquoi ça l'est Non, ensuite? Donc, t'as raison. Si je peux peut-être Alexandre. commencer, je vais Ah, prendre ben la Nicolas. parole. Je vais y Vas-y, aller. je t'en prie. Je vais continuer avec l'analogie que je prenais. C'est si on fait parce que le SEO, bon, c'est quoi? C'est l'optimisation de son site web pour ressortir sur Google. Google est le juge ou l'arbitre, si on peut dire. Mm. Puis les gens tapent un mot-clé, puis bon, ben, qui va ressortir, qui est le plus pertinent pour cette requête-là? Est-ce que c'est important d'avoir un site web? Ben, la réponse, c'est qu'on veut des visiteurs. Puis, moi, je dirais qu'avoir des visiteurs sur son site web, c'est comme son état de santé. Est-ce que c'est important d'être en santé? Oui. Est-ce que c'est la seule manière? Non, mais c'est la plus saine. Ben, c'est à voir, hein. Il y en a qui disent, pour être en santé, est-ce que c'est la nutrition ou c'est l'entraînement qui est le meilleur? Mais c'est un peu la même chose ici. Est-ce qu'on devrait faire de la publicité ou on devrait être de façon organique? Donc, c'est une analogie par rapport à ça. Mais c'est sûr que quand de base, notre site web est en santé parce qu'il est bien structuré, puis on pourra parler un peu plus en détail de la structure avec les collègues qui sont ici, ben c'est une bonne base de dire est-ce qu'on devrait être en santé? C'est un peu la même question que je verrais. Maintenant, il y en a qui doivent investir beaucoup pour être en santé, puis il y en a moins, tout dépendant s'ils ont une bonne génétique ou ainsi de suite. On pourrait dire l'analogie pourrait être est-ce que le site web a été bien bâti à la base ou non? Hmm. Il a été fait par quelqu'un qui connaissait ça ou qui pensait qu'il connaissait ça. Puis malheureusement, pas que je veux parler de pandémie, mais ça arrive, là. Depuis la pandémie, t'en as une gang qui sont devenus experts, puis qui ont décidé qu'ils connaissaient ça, puis qui sont capables de référencer ton site sur Google en 3 jours. But this is bullshit. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec des experts. Non, ça coûte pas, ça va pas coûter 100 piastres, là, mais si tu veux vraiment que ton site web soit sur Google, fais-les avec quelqu'un qui a de l'expérience, pas, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire ça, là. Ah, c'est beau, mon petit-neveu, il va le faire. Ton petit-neveu est au secondaire, comment qu'il connaît ça? Il Il a-tu est pris bon des avec les cours là-dedans? ordinateurs. Il est Il est bon bon avec avec les les ordi. ordinateurs. Il m'a fait un logo sur Word. Tu sais, tout Ouais, ça, c'est là, ça. ça dit ça à Nadine, elle va virer folle, là. Tu sais, il y a des gens qui connaissent ça. Nous, on fait ça depuis plusieurs années. Fait que pourquoi que
tu déciderais de donner ça à quelqu'un qui s'y connaît pas. Puis, tu sais, moi aussi, je m'entraîne beaucoup. Puis, pour revenir à l'analogie de l'entraînement, moi, je fais du vélo. Puis, j'ai fait du vélo quand même de haut niveau. Puis, j'ai jamais eu un coach qui était, excusez-moi le terme, là, un 2 de pique. J'ai pris des gens qui ont gagné des courses, tu sais, qui ont été bons, qui sont encore bons. Je prendrais pas quelqu'un qui dit, ah, bah ouais, je connais ça, le vélo, moi. Tu sais, tu peux-tu me prouver que tu connais ça? C'est la même affaire avec ton SEO, tu sais. Oui, tu peux essayer de faire ton site web toi-même sans formation, mais Patricia, par exemple, offre une formation de comment faire un site web. Commence par ça, parce que sinon, tu vas te planter. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va te coûter des sous et des sous et des sous, puis tu vas avoir un produit qui fonctionne tout simplement pas. Puis on le voit tellement sur les groupes Facebook d'entrepreneurs. Ah, j'ai besoin d'un nouveau site web. La personne qui me l'a fait a disparu. Oh mon Dieu, Malheureusement, c'est la je réalité. l'entends Oui, chaque semaine. on n'arrête pas de Ah voir ouais. ça. Mm. Puis c'est fou, là. Il a disparu il est dans un, ou j'ai engagé quelqu'un dans un autre pays, il est disparu. Mm. OK. Donc dans un monde idéal, c'est sûr qu'on embaucherait des experts. C'est sûr que lorsqu'on se lance, par contre, on a des choix à faire. Des fois, on n'est pas en mesure, dès le départ, d'aller dans cette direction-là. Mais je le comprends bien, là, de Mais partir en avec une fait, formation sur la création d'un site web, éventuellement sur le SEO, c'est un bon départ. Si on revient à la question par rapport à qu'est-ce que c'est que le SEO, Nicolas, par rapport à ce que tu as dit, là, quand tu disais, dans le fond, puis même par rapport à ce que Geneviève a dit, c'est du moment qu'on décide d'avoir un site web, de ce que j'en comprends, il faut déjà commencer à penser de bâtir le site web en fonction du SEO. C'est un peu ça, là, hein? bah, en fait, alors moi je vais me faire un peu le côté français et avocat du diable. En fait, je pense que le SEO n'est pas forcément nécessaire pour tous les solopreneurs. OK. Là, c'est le moment où je me tire une balle dans le pied parce que c'est quand même c'est notre métier, mais bon, Non, c'est pas grave. Alex, je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi. Ben écoute, alors du coup, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Parce qu'en fait, tout dépend de l'horizon temporel dans lequel on se projette. Si on peut parfois, parce que alors je sais pas si c'est la même chose dans l'environnement start-up au Québec, mais en France, effectivement, il y a des entrepreneurs qui sont vraiment en mode start-upper et ils veulent tester une idée. Mais en fait, quand on veut tester une idée très rapidement, pour voir si jamais ça fonctionne. Est-ce que le SEO, c'est la meilleure approche? La réponse est non, en fait. Il faut mieux tester avec de la publicité, voir justement s'il y a un minimum de traction, un minimum d'intérêt. Et à partir du moment où on a les confirmations marché et qu'on a vraiment l'ambition également de créer une vraie marque et de s'ancrer dans le temps, alors là, oui, on va sortir les gros bras et on va travailler justement pour faire le référencement. Mais si jamais, par exemple, on veut simplement tester quelque chose, faire du SEO uniquement pour un test, dans la mesure où il y a toujours une horizon temporelle qui va être moyen, long terme en SEO, en tout cas, c'est souvent ce que je dis à mes clients pour pas qu'ils aient des attentes non plus énormes dès le départ. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, si on teste, la publicité, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, moi, souvent, ce que je dis à mes clients, en termes de courbe de coût, quand on lance un site web, pourquoi pas avoir de la publicité dans un premier temps. On démarre le SEO. Dans tous les cas, le SEO, ça prend du temps, donc le trafic arrivera, mais dans un second temps. Et en fait, la publicité, par contre, c'est tout de suite maintenant. Donc du coup, là, les deux cours peuvent à un moment donné se croiser. Mais si on est vraiment uniquement dans une optique de se dire, OK, j'ai une idée comme ça, je voudrais simplement voir si ça fonctionne. Très clairement, pour moi, je conseillerais pas forcément le référencement parce que justement, pour moi, en tout cas, ce que je dis toujours à mes clients, c'est fais du référencement si jamais tu as une marque, si jamais tu as une expertise et si jamais tu te projettes dans le temps dans ce secteur. Sinon, bah, finalement, ça risque d'être un investissement qui peut être assez important, hein, parce que bah, je ne sais pas si on va parler un moment des coûts, mais souvent le SEO, ça coûte quand même de l'argent. Et donc, du Mhm. coup, si vraiment c'est pour faire un one-shot, autant faire de la pub, du TikTok, ce que vous voulez, mais le SEO, c'est peut-être pas pour vous. En fait, Je suis vraiment. Oui. vas-y, Patricia. Vas-y, Patricia. Ben, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Alex. Puis d'autant plus, par contre, en fait, si tu as des projets, mais comme, puis là, on s'adresse surtout à des solopreneurs, mais notre marque, c'est nous-mêmes. Donc, de créer du contenu autour de nous, des articles de blog, peu importe si votre site web ou si c'est votre nom à vous ou pas, si vous avez créé une entité. Mais ça va toujours rester, peu importe les petits projets que vous allez créer au fil du temps, de se brander soi-même, ben justement, ça permet après de rencontrer des Nicolas, des Alex, et des Ouais. Geneviève, des David
qui nous permettent d'avancer dans notre carrière, justement, via des collaborations. Parce que si on tape Nicolas Roy, bon, c'est sûr que si on tape Nicolas Roy dans Google, on voit un joueur de Le hockey. joueur Mais de hockey! mettons qu'on l'enlève. Mais tu sais, Ben, si faut on mettre tape Nicolas Roy chacun... SEO. Faut mettre Oui, Nicolas c'est Roy ça, SEO parce que sinon, exactement. je peux pas dépasser Nicolas Nick! Roy, le champion. là. Exact. Mais mettons qu'on l'oublie, tu sais, on va voir tout ce que tu as fait, on va voir sur les panels sur lesquels tu as été invité et tout. Fait que ça, c'est du SEO, là. C'est exactement ça. Mais, en effet, comme tu dis, Alex, si par exemple, tu as un projet qui te pop en tête, t'as une nouvelle niche, tu vas peut-être nous en parler, Nick. Tu as une nouvelle Ouais. niche que tu veux séduire, ben OK, ben là, peut-être la pub à court terme, ça va être bien plus intéressant. Acquisition de leads, faire grossir ta liste, etc. Mais ton brand, notamment que tu fais vivre via le SEO, ça, il va être là pour toujours, tu sais. Super Ouais. intéressant. Dans le fond, ça vient répondre à un besoin de génération de trafic et de visibilité. Puis ce besoin-là, lorsqu'on se lance, il y a un besoin qui est immédiat, mais il y a aussi un besoin aussi de bâtir sur le long terme. Fait que je suis tellement d'accord, mais là où j'ajouterais un petit bémol, c'est que lorsqu'on commence avec la publicité, parfois, moi je le vois souvent, parfois on va négliger le SEO. Ben oui. Puis, c'est qui les premiers à négliger le SEO? C'est nous autres. OK, peut-être pas Alexandre, parce que J'ai ton site est essayé d'être vraiment sa coche, justement un peu là. à contre-courant, parce que c'est vrai que souvent en SEO, c'est exactement comme tu le dis, hein, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. J'ai Ouais. essayé de faire quelque chose d'un peu plus correct, mais après, je suis pas parfait. Non, mais tu crées quand même du contenu. Mais nous tous, on crée du contenu sur LinkedIn. Mais honnêtement, moi, je passe pas des heures et des heures sur mon propre SEO parce que sincèrement, j'ai juste pas le temps. Même chose pour Pat, même chose pour Nick. On a d'autres choses à faire dans vie. Tu sais, moi, j'ai un travail à temps plein. Mes collègues ici, mes amis ont des enfants. Tu sais, en fait, je pense que vous avez tous des enfants, sauf moi. T'as-tu des enfants, Alexandre? Non, non plus. OK. Fait qu'on est deux qui n'ont pas d'enfants. Fait que ça, on n'a pas d'excuse d'être occupés d'abord. Non, c'est pas vrai. Mais le SEO, c'est pas une priorité. Quand tu es solopreneur, puis surtout quand t'as pas de cash, puis tu commences, puis moi, j'en ai vu plein là sur des forums Facebook, excusez-moi, qui sont comme, my God, excusez, qui sont comme, ah oui, il faut que tu fasses du SEO. Non, t'es vraiment pas obligé. Mais si tu fais de la pub, oui, t'as raison, David. Voyons, je suis en train de mourir. Le monde, il néglige énormément le SEO parce qu'ils disent, hey, j'ai des résultats avec la pub. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu as des sites qui ont des mille et des mille de pages. Moi, je travaille sur ce type de site-là chez Attitude Marketing. On a des sites qui misent vraiment à 100% sur la pub payante. Qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont aucun SEO. Puis c'est des sites qui ont 10, 15, 20 ans. Donc, Mm. c'est des compagnies qui ont de l'expérience. Puis que moi, j'arrive dedans puis je fais, il n'y a aucun référencement, les amis. Parce Mm. qu'ils se sont tellement fiés sur Google Ads, Facebook Ads, TikTok, whatever. Ben, t'as raison, David. Si t'en fais un, fais l'autre. C'est juste que si t'es pressé d'avoir des clients demain, start-toi un Google Ads, puis moi, c'est ça que j'enseigne à mes étudiants. Donne-toi un but. Fais-toi un calendrier. OK, je vais essayer de publier un article de blog par semaine. Ça, c'est beaucoup pour le commun des mortels. Tu sais, un par, c'est Mais vraiment, moi, j'essaye, puis je peux un pas. par mois, ça a Un pas Ouais. de par valeur. mois, c'est déjà mieux que pas pantoute. Ou genre, si tu décides, là, je fais 3 articles de blog puis tu y touches pas pendant 6 mois. Ça marche pas plus, là. Mm. Faut se C'est faire un calendrier. ouais, c'est pas obligé d'être des articles de blog, là. Il y en a qui disent, hey, moi, là, Non. ça peut être des études de cas, ça peut être des infographies que tu vas venir, tu sais, Mm. découper en texte. Puis avec ChatGPT, là, je pense qu'on va en parler de l'intelligence artificielle. Tu sais, on n'est pas paresseux, on a plein de choses à faire. Ben là, on a une aide assez considérable, là. Tu sais, c'est sûr que Ben je ne vais oui. jamais conseiller à quelqu'un de prendre un texte ChatGPT puis le mettre direct sur leur site, là. On s'entend, ça serait une grosse gaffe. Mais mettons que ça peut t'aider à accélérer le fameux un article de blog par mois ou Et une c'est étude de bon que cas, oui. un podcast par mois, puis que là, après, Mm. tu prends le script puis t'en fais un billet de blog. Donc, ouais. Là, on parle d'écrire Contenu des LinkedIn, articles. ouais. Est-ce qu'il suffit, tu sais, parce que une des questions que je voulais vous poser, c'est par où commencer? Donc, c'est quoi parce que j'ai l'impression, est-ce que ça suffit de simplement dire, bon, OK, j'écris un article par mois? Parce que là, j'ai l'impression que l'article, ça sera peut-être pas un article sur les bons mots-clés, il sera peut-être
pas optimisé correctement. Donc, par où on doit commencer si on veut prendre en charge, à tout le moins au début, Geneviève, notre propre SEO comme solopreneur? Si je peux commencer, je dirais que ben, la première chose à dire, c'est que Google se nourrit de contenu. Si on a un site web avec une seule page, ben, l'analogie que je donnerais pour le SEO, c'est qu'on essaye de sculpter une brindille. Tu sais, on essaie de faire du détail dans une brindille, on va la casser en deux. Donc, on a besoin d'avoir plus de bois, hein, un plus gros arbre. Donc, ça prend un site web avec quelques pages. Donc, ça prend du contenu. Le contenu, j'aime parler en images. Je suis un gars d'analogie beaucoup. Donc, je dirais que on va l'optimiser d'une première manière avec tout ce qu'on peut optimiser au niveau SEO, à part le contenu doit être intéressant, mais tout ce qu'on doit optimiser, les titres ou d'autres éléments de la page sans devenir trop technique, je le comparerais à la direction ou la suspension d'une voiture. Puis ensuite, tous les facteurs extérieurs au site web, donc l'endossement et ainsi de suite, qu'on pourra parler plus en détail, ce serait le moteur. Donc, ça prend une bonne direction, une bonne suspension, puis un bon moteur. Il y a plusieurs éléments là, qu'il faut rajouter à ça. Là. Je le simplifie à sa plus simple expression pour que ce soit facile à comprendre pour les gens. Mais il y a des gens, des fois, qui mettent le moteur à fond, puis ils ont pas de direction, donc ils s'en vont dans le champ, tu sais. Puis ils mettent des ressources pour rien là-dedans. Puis il y en a d'autres qui vont juste aller sur la direction, puis ils n'ont pas de moteur du tout, donc ils n'ont pas de traction pour X, Y raison. Donc, faut que le contenu soit intéressant, évidemment, faut que ce soit un bon contenu. Puis il faut qu'il soit optimisé sur le site web et à l'extérieur du site web. Donc, il y a un aspect influence, mais il y a un aspect aussi optimisation à l'interne. Là. Donc, si je l'analyse de façon globale, là, une vue à 30 000 pieds en avion, si on peut dire. Et puis, comment on le choisit, ce contenu-là? Si je suis devant 1000 idées, là, qu'est-ce qui fait que je vais choisir une idée par rapport à une autre? Si demain matin, je veux commencer à créer mes premiers articles, Va sur ben, Google. vas-y. Oh, va sur Google. Ouvre Google. Tu sais, je vais poursuivre l'analogie de Nick sur l'entraînement physique. Tu sais, si je veux faire un circuit quelconque, là, je vais y aller le faire une couple de fois avant de le faire pour vrai dans une Ben oui. compétition. Tu sais, ben ouvre Google, puis tape des mots-clés, mets-toi dans la peau de ton persona, évidemment, connais ta cible et tout ça, là, ça, c'est des principes de base du marketing, mais ouvre Google, commence à taper c'est quoi les termes, c'est quoi le type de contenu. Si je tape tel type de requête, c'est quoi le type de contenu qui sort? Est-ce que c'est des médias de fous, genre Washington Post, ou c'est comme la fille qui a parti un blog sur le coin de la rue? C'est quoi que Google présente aux gens en fonction des différentes requêtes? Puis tes concurrents, quand tu les connais, hein, on veut les connaître quand on est en affaires, ben eux, qu'est-ce qu'ils font? Justement, est-ce qu'ils sortent sur tel terme, telle requête? Sur leur site, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le type de sujet? Évidemment, on ne va pas les copier, là, mais on va s'en inspirer, on s'entend, là. Donc, Ouais, utilise inspirer, les outils. Oui, oui, absolument. Mais tu sais, c'est parce que si Comme tu tu te dis, moi, je ris. vais faire. Mais tu sais, c'est parce que si tu te dis, mettons, hey, moi, je veux faire un tutoriel hyper technique, ben, peut-être que tu ne connais pas ton persona si le concurrent que ça fait 10 ans, lui, il écrit des articles de type storytelling, tu sais. Fait que juste comme, tu sais, read the room, un peu comme on disait tantôt. Tu sais, donc, va voir ce qui se fait. Ceux qui ont passé avant toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Approprie-toi ça à ton brand et tout ça, mais utilise les outils. Écoute, t'ouvres Google, puis Google, juste la fonction d'autocomplétion, les questions fréquemment posées. Google regorge d'informations. Ils vont t'en donner, puis c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'acheter des outils qui coûtent des centaines de dollars par mois. Donc ça serait la première étape, je dirais. C'est facile, puis tu peux le faire assis dans ton salon, assis sur ta toilette, n'importe où. On a N'importe où. fait du LCO sur la toilette. Mais les gens, je remarque que les gens qui veulent commencer à faire du SEO, ils réfléchissent tellement qu'ils oublient la base. Va sur Google, regarde c'est qui le top 10, inspire-toi-en. Moi, je dis toujours aux gens, pour commencer à faire du SEO, dis-toi, qu'est-ce que tu veux que les gens tapent sur Google pour que ce soit toi qui sorte? Moi, mettons qu'on tape formation SEO, c'est ça que je veux. By the way, Pat, t'es genre deuxième, good job. Merci. Fait que Pat, T'essaies c'est de ma me battre, compétition. hein? Ouais, c'est ça. Juste un petit peu, mais ma page n'est pas optimisée partout. Moi, il y aurait deux points que j'aurais tendance à rajouter par rapport à ce qui a été dit.
Quand je démarre avec un client, ça peut m'arriver d'avoir des projets qui sont justement dans une phase de démarrage. Et d'ailleurs, ça permet de rebondir aussi sur un autre point. Quand on fait du SEO sur un site qui est en démarrage et quand on fait du SEO sur un site qui est déjà en place depuis longtemps, ça sera pas les mêmes, on n'aura pas du tout la même approche. Moi, l'un des premiers éléments que je fais, c'est que systématiquement, avec le client, on regarde l'architecture du site. Ce que je veux dire par architecture, c'est qu'en fait, en regardant, notamment en faisant un benchmark, on va pouvoir justement voir bien, quelles sont les pages, soit des pages de service, soit des articles de blog, bref, on va pouvoir s'inspirer un peu de ce qui se fait. Et donc, suite à cela, on va pouvoir justement déterminer quelles sont les pages qui vont vraiment être importantes pour le business. Ça va être important parce que justement, quand on va construire l'architecture, il y a certaines pages qu'on va vouloir pousser par rapport à d'autres, notamment avec le maillage interne, etc. Donc, le fait de structurer en amont la projection de son site, il y a beaucoup de choses en fait qui se font avant même de passer sur WordPress en fait. Moi, j'ai des documents Google Sheet où on projette avec les clients, on fait même les pages avant d'intégrer, on fait tout ça justement. Moi, je réoptimise les contenus, mais dans un premier temps, en fait, il faut savoir une page, ça va être un mot-clé qui va être ciblé, un mot-clé principal, on va dire. Et après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va répéter 15 fois le même mot-clé, hein. Il y aura aussi à l'intérieur une variante. Mais en tout cas, l'architecture, pour moi, c'est vraiment un point qui est super important. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, sur la partie contenu. Moi, l'approche que j'ai par rapport à ça, c'est simplement de dire à mes clients, OK, vous commencez avec votre site, il y a des mots-clés qu'on ne pourra pas atteindre dans un premier temps. C'est exactement quand on commence le piano, on commence pas par jouer du Chopin ou du Rachmaninoff. On va se détendre, on fait des trucs très simples au Rien départ. de Bon, moins. et voilà. Et donc, c'est vraiment ça la base. Et donc, ça veut simplement dire que en SEO, en tout cas, quand on fait bien, à mon sens, du SEO, il y a des mots-clés qu'il va falloir s'interdire de faire dans un premier temps, parce qu'en fait, si on le fait dans l'immédiat, alors oui, notre page va se positionner, mais en fait, on s'en fout d'être cinquantième, dans la cinquantième page. L'objectif, c'est d'essayer de tendre vers les premières pages. Alors, ça, c'est vrai pour les articles de blog. Sur les pages métiers en tant que telles, bon, forcément, on va se taper la compétition. Mais sur les articles de blog en tant que tels, c'est vraiment important de cibler des mots-clés qui sont accessibles par rapport à notre autorité de page, notre autorité de site. Et quand on commence avec un site, on commence avec une autorité qui est de zéro. Et forcément, avec le temps, on va augmenter notre acquisition de liens, on va en parler par la suite. Et donc, forcément, ça va nous donner un peu plus de puissance. Et donc, on va pouvoir petit à petit aller toucher des mots-clés qui vont être de plus en plus difficiles. Mais tout ça pour dire, et je pense que c'est souvent une erreur qui est commise par les personnes qui débutent avec un site web. En fait, ils veulent du jour au lendemain ne pas avoir de site et concurrencer Amazon. Mais en fait, faut Tellement! simplement se détendre, en fait. Faut se détendre. Il y a des concurrents qui sont là depuis longtemps. Donc, l'objectif, c'est d'aller sur des mots-clés sur lesquels peut-être qu'ils se positionnent pas du tout. Donc, sur de la longue traîne. Et donc, moi, j'appelle ça racler le web. En fait, c'est vraiment aller sur des mots-clés qui sont un peu loin, peut-être, parfois, mais ça va nous faire venir petit à petit un visiteur, deux visiteurs. Et puis après, le SEO, il y a des effets qui sont des effets cumulés. Donc, c'est ça qui est intéressant à terme. Et donc, pour moi, c'est ce qui me paraît être une bonne stratégie. Je fais exactement la même chose en passant. J'utilise l'analogie du sport, par exemple, parce que c'est mon analogie fétiche. Mais moi, je dis, quand il y a un mot-clé qui est extrêmement compétitif, je dis ça, c'est les Jeux Olympiques. Si tu viens d'avoir un site web, tu viens de naître. T'es un fœtus, t'es un bébé d'une semaine. Tu peux pas viser les Olympiques, là. Il va falloir que tu fasses des premières compétitions, que tu gagnes ta première position, ton petit trophée. Après ça, tu vas en accumuler plusieurs. Puis au fur et à mesure que tu accumules des trophées dans des catégories qui montent progressivement, un jour, tu pourras aspirer à peut-être à participer aux Olympiques et ensuite à les gagner. Mais tu sais, tu peux même pas y penser, là. Faut que tu t'entraînes avant. Puis moi, au contraire de vous, oui, j'ai déjà travaillé sur des sites qui startaient, mais moi, je travaille beaucoup sur des sites qui ont des milles et des milles et des milles et des milles et des milles de pages. Donc, moi, c'est vraiment de sélectionner c'est quoi qui sont ce qu'on appelle des pillar pages. C'est quoi qui va vraiment amener le trafic. Puis on dit que 20% des pages vont amener 80% du trafic. Donc, moi, je passe énormément de temps à juger est-ce que oui ou non, ce morceau de contenu-là sur ton site va amener quelque chose? Parce que moi, mon type de clients que j'ai sont très rapides à créer du contenu. Ils ont des rédacteurs à l'interne, tu sais, ça, c'est pas un problème. Mais ils mettent des affaires en ligne que la page a 3 lignes.
ça sert à quoi de mettre, ouais, c'est ça, de mettre une page qui a 3 lignes. Fait que moi, je détermine quel contenu est important, puis en ce moment, je passe mes journées à indexer des pages qui veulent pas s'indexer parce qu'ils n'ont pas assez de contenu dedans. Fait que, faut que j'explique à mes clients qu'il faut un petit peu plus de mots quand tu fais des textes, pas genre 8 mots, là. Fait que, il y a un beau challenge des deux côtés. Comment faire vivre un site web qui est from scratch, qui est brand new, mais comment faire évoluer un site web qui a 15, 16, 17 ans, qui a, tu sais, j'ai des sites web à près de 1 million de visiteurs par mois. Fait que comment améliorer quelque chose qui a déjà une base de données de visiteurs assez écœurante? Mais il y a une façon de faire les deux. Puis moi, je suis très, très technical, SEO, puis c'est beaucoup ce qu'on va faire avec un site web qui a des mille et des mille et des mille et des mille de pages. C'est d'aller éliminer, si on veut, ou puis dire au robot de Google, va pas cette page-là, on s'en crisse. Va-t'en sur une autre page. Fait que, il y a plein de façons de faire du SEO et ça s'adapte à tout le monde. Genre, le gars qui commence son site web, puis la multinationale qui a des mille et des mille de pages. Puis au cas que vous le saviez pas, il y a des gens en SEO à temps plein chez Amazon. Moi, je me suis déjà fait dire pourquoi. Ben, tout le monde en a besoin. eBay, Amazon, moi, je travaille dans le même bureau que Ricardo Media. Il y a quelqu'un à temps plein, là, que sa seule job, là, c'est de mettre des mots-clés dans des recettes. Tu sais, Et on la a besoin de meilleure. SEO partout. La meilleure, entre parenthèses. Mais, ouais, la meilleure recette de pain aux bananes. Mais, puis, Genre, toujours. puis, tu sais, souvent, ça, c'est un mythe de dire, plus que tu as de pages, plus que tu as de chances de te positionner. Non, parce que Non. plus que tu as de pages, si des pages pauvres, ça va juste être du bruit pour Google. Donc, tu sais, moi, c'est Rémi Mondina qui avait utilisé ce terme-là, le budget crawl. Peut-être que vous l'utilisez aussi, ce Le terme-là. crawl Donc, budget, moi, c'est ouais, ce que je c'est ça. fais 8 heures par jour. Ben, c'est ça, J'optimise exactement. des Donc, budgets de crawl, moi. exact. Donc, tu sais, c'est comme si Google avait un petit budget de temps à accorder à ton site. Et si tu y mets plein de cochonneries, là, de pages que tu crées de même, on va créer une page, mais lui, là, il faut juste qu'il va forer plus longtemps pour aller trouver Ouais. le contenu. Ça va juste être du bruit. Donc, c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu. Il faut vraiment que ce soit, on crée du contenu sur une requête précise. Et quelque chose de qualité. Fait que c'est aussi bien d'être une pièce de contenu par mois ou aux 2 mois si tu es capable de te suivre ce rythme-là puis que ça va être de la qualité que tu vas produire aussi. Ouais, pas une page avec 3 mots, ce qui est souvent le challenge des gros sites web. Puis tu sais, c'est intéressant que tu parles de crawl budget parce qu'en ce moment, moi, c'est tout ce que je fais, c'est que j'optimise des sites pour dire à Google, va crawler telle page est importante. Puis là, on est en février. Il y a tellement de pages sur certains de mes sites qui n'ont pas été crawlées depuis le mois d'août. Ça, c'est pas normal. Fait que c'est là qu'on sait qu'il faut faire un ménage. Puis à un moment donné, tous les sites web ont besoin d'un ménage. Il y a 1000 personnes, 1000 employés différents qui peuvent passer dedans. Il y a plein de contenu par-ci par-là. Il y a des pages supprimées. Il faut faire le ménage. Comme qu'on nettoie notre maison, on fait un méga spring cleaning des fois. Il faut le faire sur notre site web aussi. Des URL cachés, là, tout le monde en a. Ça crée quoi? Ça crée des erreurs 404. J'aimerais Après, ça moi, qu'on. souvent, vas-y, je te laisse. Ben, tu pourras faire du pouce par la suite, mais j'aimerais juste ça qu'on fasse un petit pas en arrière parce qu'il y a eu certains éléments que j'aimerais qu'on clarifie. Euh, Par exemple, Geneviève disait, bon, on ne veut pas écrire un article de 3 lignes. Alexandre te parlait de long tail keyword. Donc, c'est des éléments qui sont peut-être pas familiers là, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins en SEO. Donc, j'aimerais ça qu'on mieux comprendre c'est quoi quand on dit, OK, il y a des mots-clés que c'est les Jeux olympiques, puis il y en a d'autres que ça ne l'est pas. Oui. Bon, mais je pense que dans la tête du monde, c'est peut-être pas clair, là, c'est quoi les Jeux olympiques sur un mot-clé, c'est quoi un long tail. Puis si j'écris mon article, OK, là, je sais qu'on ne doit pas écrire 3 lignes, mais est-ce que j'en écris 100? Est-ce que j'écris 1000 mots, 2000 mots? Tu sais, peut-être 1 million. élaborer un peu plus autour de ça. Mais tu sais, Toujours la 1 meilleure million, les réponse en textes. SEO, c'est toujours la même, c'est ça dépend. La taille du contenu, ça va dépendre en fait de ce que fait la concurrence.
C'est ça, en fait, la seule bonne réponse qu'on peut donner. Donc, ça veut dire que si les concurrents ont un contenu, je sais pas, moi, mettons, il y a 1500, ils font 1500 à peu près de contenu mots pour leur contenu. Bah, moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est, il faut qu'on fasse un petit peu plus. Donc, admettons 1700. Alors, il y a pas que le contenu qui va rentrer en ligne de compte, hein, il y a aussi les liens. Mais là, restons que sur la partie contenu. Mais là, en fait, la bonne réponse à ta question, c'est être meilleur que la compétition et donc un peu plus faire l'effort supplémentaire par rapport à la compétition. Donc ça, c'est par rapport à la taille du contenu. Ensuite, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le long tail keywords, en fait, alors si je te donne un exemple, il y a une différence en termes de compétition entre le mot-clé sneakers, ok, ou basket, et basket, Air Max, femme, taille 36, qui est en fait tout ça, c'est une seule et même requête qui est là du coup beaucoup plus longue. Et donc elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus spécifique. Il y a beaucoup moins de personnes qui vont la taper. Par contre, les gens qui vont, les femmes qui vont taper cette requête-là, les femmes ou les hommes d'ailleurs, je sais pas, qui vont taper cette requête en question, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et donc, en termes de conversion, donc le volume sera pas important. Par contre, en termes de conversion, souvent, ce qui est intéressant avec le long tail keywords, c'est que c'est des mots-clés. Les gens qui tapent ça, c'est pas des touristes. Donc, ils sont là, ils Non. sont près de leur carte bleue, et donc ils sont chauds patates, ils sont prêts à acheter. Voilà. Chaud patate. T'as dit quoi, son Carte de chaud crédit, patate? Ils carte de sont chauds crédit, carte patates. bleue. Chaud patate. J'adore. C'est tellement. Ben, Vous avez effectivement On tellement que... des dit, belles expressions en France, là. quand on dit les concurrents, c'est les concurrents sur Google, hein, pas nécessairement les concurrents qui sont dans ta vraie sphère d'activité. Mm. T'sais, T'as toujours juste des cette concurrents différents sur nuance-là. Internet. C'est ça, tu sais, sur Google, c'est le top 10 souvent, là, qu'on va dire, là, la première page. Donc ça, c'est aussi une notion qui est importante. Parce que, tu sais, si tu dis, ben moi, mon concurrent, il est pas sur Google. Et là, on parle de SEO. C'est ceux qui sont sur Google Ouais, déjà, j'avoue, tes concurrents. t'as bien fait de clarifier. J'entends aussi par rapport à ce que tu dis, Alex, qu'on devrait peut-être comme solopreneur accorder de l'importance à un élément qu'on pourrait appeler le potentiel business. Parce que là, tu sais, tu parles de, oui, long tail keywords, mais là, tu l'as donné sur un exemple que tu dis, bon, la personne, elle sait exactement ce qu'elle recherche, ce qui veut dire qu'elle est prête à acheter, mais elle pourrait chercher un autre élément qui aurait aucun potentiel business. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais Mais tout à Effectivement. fait, et ça c'est un critère qui est super important. Bah, tu vois, alors, si on prend un autre exemple, par exemple, si tu tapes le mot-clé voiture, en fait, quelqu'un qui tape le mot-clé voiture, alors certes, il va y avoir une grosse volumétrie, il y aura beaucoup de compétition, mais en fait, dans le parcours d'achat, les gens qui achètent, qui tapent voiture et lorsqu'ils ont tapé voiture, ils achètent une voiture, en fait, c'est fortement improbable. Forcément, tu es là en fait dans un premier temps pour prendre de l'information. D'ailleurs, il faudra qu'on parle aussi des requêtes. En fait, les requêtes ont différentes natures. Il y a des requêtes qui vont être informationnelles, donc on va aller chercher de l'information transactionnel, donc c'est-à-dire que justement les gens sont près de la carte bleue, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important de distinguer quand on fait une analyse de mots-clés. Bah, justement, par exemple, quand on fait du SEO, on fait toujours des analyses de mots-clés, justement pour pouvoir voir si jamais il y a des mots-clés qu'on a oubliés, ou voir si jamais il y a des mots-clés qui peuvent être intéressants pour créer ces fameux contenus. Donc, en fait, le SEO, et ça, c'est un point aussi qui est important, très rapidement, on peut tomber dans ce qu'on appelle les vanity metrics. Donc, faire venir du monde pour faire venir du monde. En fait, concrètement, c'est bien pour l'ego et en fait, on fait des posts sur les réseaux Pourrais sociaux. l'acheter aussi, là. Voilà. Et en fait, globalement, ça sert à rien en fait de faire venir des touristes. Ce qu'on veut, en tout cas avec les entrepreneurs, c'est faire en sorte que le SEO soit un levier pour le chiffre d'affaires. Et donc, bien évidemment, ça veut dire parfois que effectivement, peut-être qu'on aura moins de trafic qui va venir, mais le trafic qui va venir, ça sera vraiment des gens qui vont être ultra qualifiés. Et donc ça va être vertueux pour le chiffre d'affaires du client. Je peux faire du pouce à ce qu'Alexandre vient de dire. C'est excellent ce qu'il a dit. Euh, c'est les intentions de recherche, il en a parlé, qu'elles soient informationnelles, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient transactionnelles. Les intentions de recherche sont super importantes lorsqu'on tape le mot-clé. Et bon, c'est certain que si on regarde le parcours client, ben, une requête informationnelle, où est-ce qu'elle donne de l'information, va attirer des visiteurs qui sont très froids dans le parcours client. Alors qu'une requête, une requête commerciale, en fait même transactionnelle, comme acheter
XYZ ou coupon rabais pour, ben on sait que là, c'est une requête qui est transactionnelle. La personne est beaucoup plus proche est plus chaud lapin, non pas chaud lapin, chaud pas, Chaud comment? Nos patate! patates. Chaud Chaud patate. patate. Excusez. J'aime Voyons. ça! C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus ça, mais là, c'est des livres beaucoup plus chauds. Et comme il le disait, ben, plus tu es prêt à acheter, c'est un filtre, hein, ben, moins il y a de gens, moins il y a de volume de recherche par mois qui se fait. Alors que quand on est dans l'informatif, ben là, c'est des leads froids ou c'est des visiteurs froids. Ben, le filtre est beaucoup moins puissant, mais en même temps, ça peut être bon d'amener des visiteurs sur le site web pour que Google dise, OK, ce site web-là, il est intéressant, il répond bien à la question, il est quand même pertinent. Est-ce que le site web est bien bâti pour convertir, pour faire avancer de froid à chaud rapidement? Mais là, ça vient plus une question de comment que le tunnel de vente ou comment le site web est bâti pour convertir les visiteurs en leads et en clients potentiels et même clients. Tu sais. Mais là, c'est une autre discussion, mais il reste que c'est Oui, interrelié, hein. On amène des Une autre visiteurs. discipline complètement, c'est l'optimisation des conversions. Hey, je fais ça aussi. oui. C'est du Mais parce que UX, du CRO. c'est super important parce que le SEO se limite à amener des gens sur le site. Après, ça appartient plus au SEO. Non. C'est autre chose. Donc, c'est d'autres stratégies où là, on va dire, ben, tu dois obtenir des adresses courriels, etc. Tu as parlé de UX et tout ça. Donc, ça, c'est aussi super important de faire la distinction. Qu'est-ce que c'est réellement? Parce Je que vais vous c'est Et c'est donner vrai vrai que un exemple que j'aime, puis que, excusez-moi le mot, mais qui me fait un peu chier aussi. Si vous tapez, tu sais, conception de site web Sherbrooke, par exemple, il y a une compagnie en Australie, une agence web, qui a décidé de créer une page pour chacune des maudites villes de l'histoire de l'humanité, je pense. C'est le fun parce que il se retrouve dans le top 10, mais c'est un peu rire du monde en pleine face parce que les gens qui veulent se faire concevoir un site web et qui prennent vraiment le temps d'écrire Sherbrooke veulent travailler de façon locale. Ils veulent quelqu'un qui est avec eux, qui l'accompagne, qui parle la même langue qu'eux. Qui connaît le terrain. Exactement. Puis là, tu te retrouves avec quelqu'un qui parle probablement pas français, qui est à 16 heures de différence de toi. Fait que c'est bien beau avoir une stratégie SEO qui amène du monde, mais ça, c'est carrément trompeur. Puis il y a beaucoup de gens qui utilisent la stratégie du long tail localisé pour créer un paquet de pages. Puis au Québec, on est très fort là-dessus. Moi, j'ai arrêté de le faire parce que justement, je trouve que c'est très trompeur. Comme stratégie, si tu n'offres pas réellement le service dans la ville que tu cites, just don't do it. Moi, j'habite pas à Québec. Mais je peux offrir des services en ligne, c'est différent. Si tu es un déneigeur, tu vas pas mettre déneigement Québec si tu es à Longueuil. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, puis que pour avoir des visiteurs, juste pour amener du monde, amener du monde, amener du monde, ils vont utiliser une stratégie long tail localisée. Mais c'est ultra trompeur. Il y a quelqu'un qui faisait ça, qui me disait l'autre fois, ouais, mais là, je me retrouve avec des appels de gens qui vivent ailleurs. J'ai dit, ben, c'est normal, t'as fait une stratégie de marde, puis tu t'es mis des pages dans des villes que tu cibles même pas. À quoi tu t'attendais? Il dit, le téléphone, il sonne, mais c'est pas qualifié. Mais voyons, tu sais, ma nièce de 16 ans, c'est ça, là. Comme, faut faire attention avec, avec le but de vouloir amener du trafic. Puis, il y en a beaucoup qui sont forts là-dessus sur LinkedIn. J'ai 1000 visiteurs dans les 3 derniers jours. OK. Quel site que t'es allé dessus puis tu t'es payé des visiteurs, Minou? Come on, là. On veut du trafic qualifié. Fait que les stratégies, là, de moi, je veux emmener du trafic, là, je veux faire mon fameux screenshot de mon Search Console qui monte comme ça, là, lâchez ça. Si vous Pour n'offrez faire- pas le service dans la ville, là, don't do it. Si je bah, peux faire mis à une part s'il a distinction. pour objectif par la suite de revendre les leads. Là, dans ce cas-là, Oui, ça pourrait être pertinent. Mais c'est le on seul est cas. différent au Québec là-dessus, par contre. On a des lois qui protègent de faire ça au Québec. Ah oui? D'accord, ok, je Ah, nous, savais pas. on protège tout le monde sur les internets au Québec, hein? Ok. J'aimerais Ah, ça bah, qu'on c'est bien, c'est un peu revienne. moins le Far West. En France, je pense que là-dessus, il n'y a pas de. Peut-être qu'il y a des règles, j'en sais rien. Peut-être. Puis on paye pas pour des backlinks non plus. Ok. Si je peux faire un petit point sur ce qu'elle vient de dire, ce que Geneviève vient de dire, puis il faut faire une distinction qui est importante, surtout pour les solopreneurs. Les solopreneurs, souvent, c'est des gens qui vont offrir des services locaux. Si on veut des services locaux, le SEO va probablement être un SEO local aussi. Le SEO local est beaucoup mieux servi
Dans le Google Business Profile qui peut être optimisé Ben oui. aussi, c'est-à-dire dans le map pack, les résultats dans les cartes géographiques qui sont différents des SERPs. Les SERPs, c'est les résultats où est-ce qu'on voit le titre bleu et la description, qui sont des résultats. Le map pack, c'est les résultats dans les cartes géographiques. Donc, oui, sortir, la compagnie d'Australie va sortir dans les SERPs, mais elle sortira pas dans les cartes, à moins qu'elle ait une fiche Google Business Profile, un profil Google Business qui est qui a une adresse à Sherbrooke même. Mais il faut faire la distinction des deux aussi, parce que c'est deux types de SEO qui sont différents. Puis même en termes de facilité, moi, ça fait partie aussi toujours des premières questions que je pose à des prospects, à mes prospects avant qu'ils deviennent mes clients. C'est justement leur ambition, en fait. Est-ce qu'ils ont une ambition locale, nationale, internationale? Et en fait, simplement, cette question-là, ça permet de voir l'ambition. Mais après, encore une fois, hein, on peut être ambitieux étant local. Mais en fait, d'un point de vue SEO, c'est beaucoup plus facile de faire du SEO local que Ben oui. du SEO national ou international. Ça me paraît évident. Ouais. Encore là, ça dépend. Je vais me faire. Si tu vas avec des courtiers immobilier Montréal, courtier immobilier Sherbrooke, Hi! ça peut être une belle guerre, là. On s'entend, Salut la là. Dans le map compétition. pack, il y a juste trois places, là. Puis t'as à peu près. Tu peux avoir, je sais pas, 150. Je regarde pour Sherbrooke parce que c'est un marché dans lequel je suis dans les SEO local. Il y a 150 courtiers immobiliers sur Google à Sherbrooke minimum. Tu vas être dans le top 3, ça va être une belle guerre. Mm. Ouais. Je Après, veux courtier juste revenir immobilier pour Québec, ça sera encore plus dur. Courtier immobilier Canada, ça sera sans doute encore plus Canada, dur. ouais. Les Ouais. guys, je veux revenir juste aux intentions de recherche, juste un petit peu par rapport à Patricia, tu avais donné le truc de faire une recherche dans Google, puis de regarder, tu sais, que Google pouvait nous donner plein d'informations. Mais comment on évalue ça? C'est quoi les intentions de recherche? Tu sais, si j'ai envie d'écrire un article sur un sujet spécifique, je fais un peu ce que tu as dit, je fais une recherche dans Google, je regarde peut-être les choix ou les suggestions qu'ils me donnent. Je regarde les premiers articles qui sortent. Tu disais de regarder l'autorité des différents sites. Si c'est des sites qui ont énormément d'autorité, c'est pas nécessairement des bons mots-clés à cibler. C'est Mais au niveau plus. des T'es pas intentions dans de le même game. recherche, comment on peut Ben, en juger des intentions de recherche en évaluant des résultats de recherche dans Google? ben, les intentions de recherche, ça va être aussi beaucoup lié au niveau de conscience de ta cible. Est-ce qu'elle est très consciente de son problème? Est-ce qu'elle est très consciente de la solution? Est-ce que, puis tu sais, on va parler aussi de branded content où là, les gens, parce que tu sais, moi, c'est sûr, si quelqu'un tape PF Communication là, sur Google, il y a une autre entreprise qui s'appelle comme ça. Il y a bien des chances que je sorte, là, c'est ça le nom de mon entreprise. Mais ça, moi, je veux pas sortir là-dessus, là. Moi, je veux sortir sur agence, création de site web, formation, Hmm. SEO, name it, name it. Donc, ça, est-ce que ta cible est très consciente de sa situation? Puis pour le savoir, ben, il faut que tu les sondes, il faut que tu leur demandes. Tu sais, c'est quoi les questions que les gens te posent le plus souvent? OK? Est-ce que ils se demandent combien de temps ça va prendre? Ça prend combien de temps? J'ai mal dans le dos, ça prend combien de temps là, pour régler ça avec l'acupuncture? Bon, ben, t'en as une idée d'article de blog, là. Combien de Hmm. traitements ou, tu sais, durée ou là, là, là. C'est quoi que tes clients se posent? Puis là, après, tu as ton idée, tu t'en vas valider ton mot-clé. OK, ouais, ça fait du sens. Il y a d'autres sites de mes concurrents directs là, qui sont là. OK. Et là, ben là, je parle à qui? Je parle-tu à quelqu'un qui est très, très, très conscient de la situation? Tu sais, si je veux savoir combien de traitements acupuncture pour régler un tel problème ou combien de traitements de chiro, mais je la connais la solution, je sais que c'est un chiro que je veux aller chercher. Donc, ça revient tout le temps à la base du marketing, ton persona, à qui tu parles. Puis là, tu vas créer un article de blog qui va s'adresser à quelqu'un qui est très, très au fait de sa situation et de la solution. Mais tu vas peut-être écrire un article de blog sur le même sujet, mais là, pour quelqu'un qui est complètement green, qui ne sait pas du tout, là, tu vas vraiment l'éduquer. Puis là, ça va être, comme on parlait dans les intentions de recherche, une recherche informationnelle. La personne, elle n'a pas sa carte bleue ou sa carte de crédit proche, là. Elle veut juste s'informer. Puis ça, c'est plus de la moitié. Puis c'est une ancienne statistique, elle a peut-être changé, là, mais plus de 50% des recherches que c'est ça, c'est de l'information seulement que les gens Ouais, non, veulent, là. c'est encore à jour. Ce Pat avec la fusée, justement, on a des stats là-dessus, puis c'est encore très à jour. Puis moi, je dis beaucoup aux gens qui prennent mes formations aussi,
Ben, vous êtes internaute aussi, on est tous internautes, puis dans les années 50, quand la télé est arrivée en Amérique du Nord, ben, elle existait déjà, mais peut-être plus la télé, tu sais, dans les maisons, la télé en couleur, etc. Les gens pensaient que c'était la solution, tu sais, j'ai plus besoin de gardienne, je vais sacrer mon enfant devant de la télé, il va garder la télé allumée, puis il va chiller, puis il va être chill. Mais Internet a un peu remplacé la télé, où est-ce que Google est devenu la solution à tous nos problèmes. Quand on a une question, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google. Fait que moi, je dis toujours aux gens, si tu réponds pas aux questions que les gens posent sur Google, ben, t'es juste pas là. Tu sais, vous avez compris que je suis célibataire, là, puis que je suis dans le monde du dating, là. Écoute, j'en ai posé des questions à Google. Why is this guy ghosting me? Et c'était quoi la réponse alors, hein? Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes toutes fuckées. Il y a tellement de réponses différentes, c'est fou. Mais finalement, moi, quand je Google des affaires de même, je finis par regarder l'article de blog plus avec un œil marketeur que d'aller chercher ma réponse de petite fille désespérée qui est célibataire, là. Finalement, je trouve ça très drôle, là. Mais reste qu'il y a une réponse à tout sur Google. Moi, je suis vraiment poche, là, comme cuisinière. Puis je savais pas comment faire bouillir des œufs. Puis j'ai demandé à Google, puis arrête de rire de moi, fille! Puis Seigneur. Pauvre puis, enfant. j'en ai pas, c'est pour ça. Non, c'est Puis, toi l'enfant. Ça ah, fait que ok. J'ai trouvé la réponse tout de suite en featured snippet. Ça me dit, ben, sac tes œufs dans l'eau bouillante, lèche-les là 10 minutes. Fait que Google a une réponse à tout. Fait que c'est à nous, marketeurs ou même le client, ou de entrepreneur, hein. penser, ou entrepreneurs, de penser, OK, qu'est-ce que mon client, il se pose comme question? Puis, bonne nouvelle, on a un paquet d'outils pour savoir ça. T'es pas obligé de tout prendre ça de ton cerveau, là. Puis juste de demander à ses clients. Quand on a un service à la clientèle, demande aux gens qui répondent au téléphone ou va chercher tes scripts de chat en ligne. Qu'est-ce que les gens demandent? Puis réponds à cette question-là. Moi, ce que je me fais le plus demander, c'est ça prend combien de temps être numéro un? Ben, je vais finir par écrire un article de blog là-dessus. Il va y avoir une réponse, puis ça va être ça dépend. Fini. Oui. Fin de l'article de blog. Goodbye. Drop the mic. Good. On a parlé beaucoup là, justement des mots-clés, de comment choisir les articles. Avez-vous des bonnes pratiques une fois qu'on arrive pour créer l'article, structurer l'article, au niveau de la rédaction? Avez-vous des bonnes pratiques à partager par rapport à ça? Mets tout sur ChatGPT, fais du copier-coller, puis oublie-les. Non, c'est pas vrai! Non, non. Moi, ma meilleure pratique, c'est je commence avec une intelligence artificielle. Il me fait les grandes lignes de peut-être qu'est-ce que mon cerveau a oublié. Puis moi, je rédige quand même à 100%, puis je le passe dans des correcteurs. Fait que moi, ma tactique, c'est vraiment de travailler avec les intelligences artificielles, mais pas de dépendre à 100%. Et ensuite, moi, j'envoie mes textes en correction à ma maman. Ma maman est retraitée, fait qu'elle corrige tous mes textes maintenant. OK. Fait que moi, c'est ma tactique. Pour ceux qui n'ont pas ta maman pour corriger leur texte, c'est quoi les autres bonnes pratiques? Ou Non, mais peut-être ma maman, tu pourrais partager son numéro de téléphone, elle pourrait peut-être se partir une business. avec plaisir. Moi, ce que je vois encore, là, c'est des sites où justement, il y a aucune structure, tu sais. Puis Mm. des fois, quand je parle à des gens qui connaissent déjà un peu le SEO, des fois, je me dis, ah, tu sais, ils savent déjà là, la structure H1, H2, H3, titre, sous-titre, sous-sous-titre, tu sais, ils savent déjà ça. Puis là, finalement, je me rends compte, je leur apprends. Où je vais, j'avais un prospect il y a 2 jours. Il dit, ah non, non, on a un blog, tout ça. J'arrive dans le blog, là, c'est un gros pavé de texte. Il n'y a Oh aucune non. structure. J'ai un H1, un titre, mais il n'y a aucune structure. Donc, déjà, pour l'expérience utilisateur, c'est dégueu parce que la personne, je veux dire, c'est pas digeste. Et pour Google aussi. Donc, juste tes idées maîtresses, tu sais, tu dis. Puis, juste une astuce, mettons, 5 trucs pour atteindre la première page de Google. Ben, t'as ton H1, ça va être 5 trucs pour atteindre la première page de Google. Puis tu vas avoir 5 H2, puis ça va être les 5 trucs. Puis tu vas peut-être créer des H3 ou des H4, encore plus granulaires, où là, tu vas détailler encore plus tes astuces, ton contenu, tes idées dans ton article.
Donc, ça, d'avoir une structure, puis ChatGPT est très au fait de la structure. Donc, si tu lui demandes, sors-moi, on appelle ça une structure de HN ou HX. Donc, sors-moi une structure de titre tu lui demandes à Google sur tel sujet. Il va t'en sortir une, puis là, tu peux commencer à broder autour de ça. Important, euh, en français, on ne fait pas ça, mettre une lettre majuscule à chacun des mots dans un titre. Ah, c'est ChatGPT très fait ça. anglophone. OK? C'est C'est très très anglophone. anglais. Fait Ouais. que moi, quand je vois des titres, j'en ai vu un hier, quand je vois une page de vente puis que tous les titres sont avec des majuscules, je suis comme, OK, c'est ChatGPT qui a écrit cet article-là, puis la personne n'a même pas pris le temps de juste enlever Ouais. les majuscules à chaque mot, tu sais. Moi, j'ai un Dans les... Mais ça, plugin sur pourquoi Empire qu'on fait Solo ça qui en fait anglais? ça. Le Qui Hein? plugin le enlève. fait, puis il n'y a pas moyen de le changer. Dans mon plugin Ah, mon Dieu, d'événement, OK. là, chacun des titres, il met une lettre majuscule à chaque On mot, va mais t'arranger ça. Tu Ouais. m'enverras tes accès, moi, Mais t'arranger c'est ça. ultra anglophone. Moi, honnêtement, Oui, peut-être que vous oui. ne savez pas, là, mais l'anglais, c'est actually ma première langue. Puis on a Actually. actually, je viens de Actually. Ottawa. Puis, tu sais, je suis franco-ontarienne, là. Puis, on a comme appris à écrire comme ça. Hmm. Tu sais, de mettre des majuscules à chaque mot, mais ouais, ça sert. Puis j'ai une cliente, justement, qui nous a dit ça à l'agence l'autre fois. Elle était vraiment fâchée. Puis elle dit, je veux des majuscules à chaque mot. J'ai dit, honnêtement, là, en toute sincérité, ça va changer absolument rien dans ton SEO, mais ça va te coûter de l'argent parce qu'il va falloir que tu me payes pour faire ça sur tes 360 pages. Fait que, tu sais, pense-y bien, ma chum, là. Mhm. Finalement, elle a laissé faire. par rapport à l'optimisation d'articles, avez-vous d'autres bonnes pratiques à rajouter, Nicolas, Alexandre? Peut-être, je pense que vous avez En, pas en prononcé fait, là-dessus. si on va à la base, on peut commencer avec si on fait un article de blog, parce qu'on parle d'article de blog ici, de création de contenu, ben d'avoir une page auteur parce que Google est de plus en plus sur ce qu'on appelle le EEAT, donc l'expérience, Hmm? l'expertise, l'autorité puis le trust. Donc, si tu es un auteur qui écrit c'est encore plus vrai avec les YMYL, donc Your Money, Your Life, donc les sites qui parlent de finances ou qui parlent de santé. Donc, es-tu un planificateur financier ou un investisseur ou es-tu un médecin ou quelque chose comme ça? Mais même pour le reste, c'est-à-dire que si tu écris sur un sujet puis que tu es capable de prouver que tu as de la pertinence, est-ce que tu as une page Wikipédia que tu peux plugger à travers ta page auteur si tu es sur Wikipédia? Je dis n'importe quoi, ou as-tu participé à des forums ou t'as-tu un Des TEDx, une podcasts. vidéo TEDx que t'as faite, et je dis n'importe quoi, mais déjà là, juste avec qui a écrit, surtout depuis que ChatGPT, ben je dis ChatGPT, mais tout, maintenant on Toute est rendu avec l'intelligence. Gemini ou peu importe qui, avec toutes Jasper. les possibilités de créer du contenu, ben de plus en plus Google regarde qui a écrit et quelle est son autorité. T'es qui toi? Hmm. T'es qui C'est pour une écrire personne là-dessus? crédible. C'est la première chose que Google va regarder. Par la suite, effectivement, Patricia a très bien dit là, la structure. La structure, on peut aller dans bien des sens là, à ce niveau-là. Ça pourrait être, on pourrait passer le 2 heures au complet là-dessus sur la structure. Mais oui, la structure est importante. OK. Il Bah y a moi, la je reprends structure. tout ce qui a été dit. Alexandre, tu Euh, parlais aussi d'infrastructure. Il y a la structure et l'infrastructure. C'est quoi? C'est la structure de l'article, puis tu as l'infrastructure d'article, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, quand je parle d'architecture, c'est vraiment notamment les éléments que tu vas pouvoir retrouver dans le menu, dans le footer, et puis après tous les éléments qui sont liés au maillage. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est structurel qui structure, en fait, l'organisation de tes différentes pages. Et après, tu as l'organisation de ton article en tant que tel. Donc, c'est ce qui a été décrit, jusqu'à présent. Moi, en termes de structure, sur la partie, article de blog, bah, souvent, par exemple, quand le blog, c'est une question, ce que j'aime bien faire, c'est déjà un paragraphe introductif dans lequel je vais donner la réponse résumée à la question le plus rapidement possible. Ça, c'est quelque chose que je fais quasiment systématiquement, justement parce que il y a plusieurs raisons, mais déjà, premièrement, les utilisateurs vont pas tous, on lit pas un article de blog comme on lit un roman. Donc, il y a des gens qui vont être extrêmement pressés. Donc, en fait, ils veulent avoir une réponse tout de suite qui sera partielle, mais en tout cas, ils auront une réponse. Et ça, en faisant ça, on augmente également nos chances d'apparaître dans les questions qui peuvent apparaître également dans Google, et ben, les questions et les réponses qui peuvent être apparaître dans Google. Donc ça, c'est intéressant. Puis après, il y a des éléments de structure. Il faut rajouter du maillage interne. Il faut faire des liens externes. Bref, il y a toujours pas mal de choses à ajuster. Et le point également, moi, que j'aurais tendance à rajouter, c'est que un article de blog, ce n'est pas que de l'écrit.
faut aussi penser à rajouter des images, rajouter pourquoi pas des vidéos YouTube, etc. Tout ça, c'est positif pour ce qu'on appelle le dwell time. Donc, le dwell time, ça fonctionne de la même manière hein, sur LinkedIn. C'est combien de temps est-ce que les gens passent sur un contenu. Et en fait, plus les gens vont passer du temps sur une page, bah, plus ça va être positif parce que finalement, Google va considérer que bah, finalement, le contenu qui est proposé répond en partie, en tout cas, à l'intention de recherche. Et donc, c'est une bonne chose. Donc, plus on donne du contenu, plus c'est positif. Alors moi, ce que je fais aussi toujours, ou quasiment systématiquement, j'adore ajouter des TOC, des Table of Content, justement pour pouvoir rajouter des éléments de structure. Donc c'est de la tabulation, hein. Ça permet de naviguer. Souvent mes contenus peuvent être assez gros. Et donc, quand on a la possibilité de naviguer plus rapidement, c'est toujours une bonne chose à faire. Intéressant. Super bonne pratique, merci beaucoup. D'un point qu'on n'a pas abordé encore avant de passer puis parler un peu plus de l'impact de l'intelligence artificielle sur le SEO, c'est les backlinks, les liens externes. Euh, vous avez effleuré le sujet jusqu'à présent. Ça semble être quelque chose de bien important. Pourquoi c'est important? Comment on fait pour en obtenir? Vos stratégies là-dessus par rapport à ça, en commençant peut-être pour pourquoi c'est important, là, pourquoi c'est aussi important. Nicolas, tu parlais d'autorité, sûrement en lien un peu avec ça. Ouais, puis même avant de parler d'autorité, je vais faire du pouce sur ce qu'Alexandre vient de dire. Alexandre a parlé de dwell time, les gens, comment longtemps ils restent sur la page. En fait, moi, je place ça dans une catégorie, c'est les signaux sociaux. Donc, socialement, est-ce que les gens apprécient ton site web ou non? Puis si le dwell time est bon, ben c'est un signal social. Ça veut dire que les gens aiment le contenu, ils restent longtemps dessus. Mais un autre signal social, c'est les backlinks, qui est un endossement, en fait. C'est un site web, en fait précisément un nom de domaine qui envoie un lien vers un autre nom de domaine, mais on va dire un site web vers un autre site web, ben, c'est un signal social, c'est un endossement. Donc, Google le voit comme ça aussi, c'est un concours de popularité, puis il y a une personne qui vote pour une autre personne, hein. Dans les faits, c'est comme si c'était une élection, tout simplement. Mais il y a des sites qui ont beaucoup plus de popularité. Donc, c'est comme si moi, j'allais à Hollywood, puis Brad Pitt disait que je suis vraiment bon acteur. Ben là, j'ai des chances d'avoir une audition auprès des producteurs. Mais si personne me connaît, personne m'endosse, il n'y a aucune chance que j'aille une audition. Donc, C'est tellement le meilleur exemple. Brad Pitt, tu peux parler de moi pour que j'aille une audition à Hollywood. Non, c'est pas vrai. Mais Hey, le point Nicholas, demeure... this is Brad. Mais le point demeure qu'un site web qui est reconnu, puis qui est connu, puis qui parle de toi, qui t'endosse, ben c'est comme Brad Pitt qui parle de moi pour aller à Hollywood. L'analogie peut être un peu similaire. Donc, puis il faut que ce site web-là soit relativement pertinent ou très général. Genre, c'est sûr que si Wikipédia ou le Journal de Montréal ou la presse parle de moi en bien pour ce que je fais, ben c'est super bon parce que même si c'est général, c'est des sites qui sont très puissants. S'ils parlent en mal, c'est moins bien, là, mais on s'entend que c'est vraiment ça. Ou sinon très spécifique, là. Donc, c'est des endossements qui vont nous faire gagner une élection. Puis il y a l'autorité des backlinks. C'est mieux d'avoir Brad Pitt qui te recommande que Joe Blow qui te recommande. Sauf si Joe Blow est Joe très Blow. spécifique. Si Joe Blow est très spécifique dans ton domaine, puis qui est reconnu comme être très bon dans ce domaine-là et qui parle de toi dans un domaine complémentaire, OK. ça peut être très bon aussi. OK. J'ai coupé la parole de qui voulait intervenir, Patricia? Ben, j'allais dire pour les backlinks aussi, moi, personnellement, comment j'ai réussi à en avoir des backlinks, c'est en faisant des collaborations. Donc, Moi tu sais, aussi. peut-être, David, tu vas nous mettre sur ton site, puis tu vas dire merci à ces 4 Please. fabuleux intervenants, puis tu vas mettre les liens vers nos sites web. Faire des guest blogs, des guest posts sur d'autres sites, mais active ton réseau. Tu sais, on peut, moi je dis tout le temps aux entrepreneurs, vous pouvez laisser entre les mains une très, très grosse partie du SEO à une agence ou à un professionnel, mais il y a un côté que tu fais du réseautage, tu parles à des gens, tu reviens, informe-le, ton gars ou ta fille de SEO, que, hey, j'ai rencontré telle personne, puis là, je pense, elle a un blog, on pourrait peut-être faire. Parce que cette personne-là, cet expert SEO-là, connaît pas nécessairement tout ton réseau, puis les gens autour de qui tu gravites. Tu sais, d'avoir un lien sur la chambre de commerce, donc d'être membre de ta chambre de commerce, puis de mettre un lien. Des fois, ça coûte un petit peu plus cher dans le membership, mais tu as le lien, tu peux avoir ton logo. Tu sais, c'est pas des affaires qui vont t'apporter des visites de fou, mais tranquillement, pas vite.
j'ai donné une formation à un moment donné au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je leur ai demandé, il faut juste avoir le guts. Tu Ouais. demandes, hey, est-ce que vous avez une page où vous faites la promotion des. Puis là, ils ont dit, ben non, pas vraiment. Je dis, ah, vous pourriez en créer une. Ils en ont créé une. Ils Ouais. l'ont faite. Ils m'ont mis moi puis deux, trois autres personnes. Puis C'est j'étais juste encore qu'ils le là savaient jusqu'à. pas. C'est ça. Fait que pour eux, ça fait aussi, regarde, on a de la formation continue pour la formation aux adultes. C'est des experts du domaine, Fait que pour eux, c'était une belle pièce de contenu. Puis pour moi, c'était un lien. Fait que faut juste avoir le guts, il faut le demander. Puis c'est comme ça qu'on va avoir des beaux liens de qualité et non pas ben, des liens batchés, achetés sur un Payé. site. Ouais, moi, je suis dans l'école de pensée, puis là, tu sais, je vais peut-être me faire lancer des choses, là. Mais je trouve qu'en SEO, il y a deux écoles de pensée, puis il y a l'école de pensée, ah ouais, des backlinks, il te faut des backlinks, puis il y a l'école de pensée de laisse ça aller naturellement, des backlinks. Mais moi, je suis dans cette école de pensée-là. Donc, dans mes stratégies SEO, que ce soit pour mes propres clients, à l'agence, peu importe, je passe toujours ce qu'on appelle le off-page SEO pas mal en dernier. Ce n'est pas une priorité pour moi. Et c'est pas mon volet favori non plus du SEO. Oui, il en faut, mais il y a des gens, surtout dans les dernières années, qui ont vraiment commencé à délirer là-dessus. Hey, il faut des backlinks, je te vends des backlinks. Tu sais, comme quand tu vas à New York, puis il y a des gens qui essayent de te vendre des sacoches falsifiées dans la rue, là. Mais tu sais, c'est un peu comme ça, des backlinks. Hey, je te vends des 3 backlinks pour 5 piastres. Ah ouais, let's go. Mais moi, je ne crois moi, je ne crois pas là-dedans. Moi, c'est non. J'ai ranké des sites, des pages sans qu'il y ait de backlink. Puis, techniquement, un backlink, ça devrait se faire de façon naturelle. Tu as écrit un article, quelqu'un va te citer, tu fais des échanges, exactement comme que Pat parlait, là. Tu Ouais, sais, mais c'est poussé quand même. C'est pas naturel à 100%. ouais, Il faut le naturel. forcer quand même, tu sais. Faut l'inciter. Mais c'est sûr que si t'envoies 70 courriels fret à du monde pour avoir des backlinks, tu sais, il y a bien des chances que Ouais. t'auras pas grand résultat. Ou que Mais tu passes dans prends le le junk. c'est ça, oui. Puis là, tu vas juste nuire à ta réputation de newsletter, tu sais. Mais Ouais. prends le temps tu sais, de bien. Puis, tu sais, mettons là d'autres SEO comme Nick. Mettons, il me dit, ah, hey, regarde, moi, je fais plus de sémantique, whatever. Probablement pas, mais moi, je fais plus de haut sémantique, je fais juste du technique. Bon, ben, écoute, peux-tu me mettre moi sur ton site? Moi, je vais te mettre comme quoi que ma référence dans tel truc, c'est Nicolas. Puis là, ça va y faire un backlink sur un site dans la même sphère d'activité que lui. Donc, Mm. tu sais, ça, faut être dans la collaboration. Tu sais, moi, j'avais fait, je me souviens plus, là, j'avais les trois C du SEO, là, c'était collaboration, constance, puis je me souviens plus trop l'autre affaire. Puis collaboration, c'était ça, c'était sort le SEO de juste le web, là, puis on va ramener les contacts humains Mhm. Ouais, qui c'est vont vrai. permettre tu sais, d'avancer. Mm. Puis on a parlé de maillage interne aussi. Ben, tu sais, ton site, c'est un espèce d'écosystème pour Google d'avoir, quand tu as des backlinks, le signe que ça envoie à Google, c'est que les autres sites te considèrent puis te considèrent que tu es pertinent. Mais ton site à toi, est-ce que les pièces de contenu, c'est juste des électrons libres par rapport ou il y a des liens entre chacun de ces contenus-là, ce qui est fort probable, là, je vous le souhaite. Fait que, tu sais, ça, il faut que ça transparaisse aussi. Fait que c'est un autre aspect de faire des liens entre un article de blog qui va pointer vers ta page de service qui va pointer vers un autre. Puis comme ça, on va créer un écosystème à l'interne. Puis si je peux Alors faire moi, un petit... Oh, sur excuse-moi, la Alexandre. partie netlinking. Ah, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste faire un petit pouce avec Geneviève. Il faut savoir aussi Ouais. que Geneviève a dit qu'elle a pas vraiment besoin de backlink, qu'elle est dans l'SEO technique. Elle a des sites à 10 000 pages aussi, donc il y Ouais. a un contexte aussi Ça se où fait est-ce que naturellement. Patricia, où est-ce qu'elle dit, c'est vrai qu'il y a un côté PR ou relations publiques avec le off-page SEO quand c'est bien fait. Parce que c'est vrai que ça peut être très mal fait, le off-page SEO. Donc, il y a toujours est-ce que c'est bien fait dans la règle de l'art avec on échange puis c'est très naturel ou on le fait tout croche? Mhm. Il faut faire la On met distinction. n'importe quoi, puis on nettoie jamais les liens. Tu sais, moi, mes gros sites, je nettoie les liens assez régulièrement parce que je me retrouve avec ben, rien de moins que du contenu pour adultes. Parce que why not? Mm. Mhm. Puis c'est pas moi qui mets ça là-dessus, là!
Ouais, bah après, ouais, je sais pas sur la partie nettoyage, alors je sais pas, parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois avec des SO en France, et les avis sont un peu partagés sur bah, le fait de nettoyer. Tu sais, tu as aussi l'indicateur sur SEMrush avec ce qu'ils appellent les liens toxiques, etc. Mais en fait, avec le recul, moi, en tout cas, ma ligne de pensée par rapport à ça, c'est que finalement, le web, qu'on le veuille ou non, c'est du chaos. Et les liens, s'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment chaotique, c'est vraiment les liens. Et en fait, quand on a un site, moi par exemple, mon propre site d'agence, j'ai fait ça aussi en grande partie pour pouvoir montrer bah, de quoi j'étais capable. Et surtout, j'ai acheté aucun lien sur mon site. Alors, pour vous, là, je suis content d'entendre tout ce qui se dit autour de cette table, parce que la même conversation en France, ça serait totalement différent. En France, d'ailleurs, moi, je m'exprime plus sur la partie netlinking parce qu'en fait, je suis assez loin, je suis très proche de vous, donc je suis assez loin des pratiques qui peuvent être faites en France. En France, le netlinking est fait à un niveau d'agressivité qui est extrêmement important, avec des plateformes qui sont bien implantées, bien rodées, etc. Et quand on dit que justement qu'on veut faire bah, obtenir des liens de manière naturelle, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Les gens me regardaient avec des gros yeux en se disant mais ils pètent complètement une durite en fait. Alors que effectivement, je pense que en faisant du contenu qualitatif, bah moi par exemple sur mon propre site d'agence, j'ai jamais acheté aucun lien et effectivement alors c'est pas forcément des liens qui sont de très bonne qualité, hein, faut être très clair. Encore une fois, la grande partie du web, c'est des sites de mauvaise qualité. Mais Oh avec oui. le temps, en faisant du branding, en faisant des collaborations, etc., et en faisant du contenu que j'essaye de faire de bonne qualité, eh bien, j'arrive à obtenir un DA qui est tout à fait correct. Donc, alors après, l'autre point également, je pense qu'il est important de dire sur la partie du netlinking, c'est que le netlinking va être plus ou moins important en fonction des niches. C'est-à-dire que très clairement, si on est sur des niches un peu border, type casino ou autre, en fait, très clairement, si on fait du SEO white hat à 100%, on est quasiment sûr de jamais bien se positionner. Et plus ça monte en compétition, plus, à mon sens, en tout cas, la partie netlinking devient importante. Et c'est pas facile. C'est pas facile de réussir à obtenir des liens naturels parce que justement, et c'est pour ça qu'il y a un vrai marché également qui s'est développé avec les plateformes qui sont avec des enjeux économiques qui sont, c'est colossal en fait, hein, les montants, un lien, alors peut-être que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais un lien sur Forbes, ça peut coûter entre 5 000 et 8 000 euros en fait, pour avoir un article avec un lien. Alors oui, certains diront oui, mais en fait, parce qu'on a la popularité liée aux médias, etc. Mais d'ailleurs, un lien comme ça aussi, je préfère le dire, si jamais vous avez un budget netlinking et que vous souhaitez soit acheter des liens, soit bah, par exemple acheter des liens, les gros médias ne sont pas forcément quelque chose d'intéressant pour le SEO. Ça peut être intéressant pour le reward, ça peut être intéressant pour le branding. Ça peut faire plaisir à l'ego de dire à sa mère, voilà, j'ai mon entreprise qui est dans Le Figaro ou Le Monde. Ok, ça peut être bien de le rajouter sur son site. Mais en fait, d'un point de vue jus, en tant que tel, les gros médias, vu qu'en fait, quand on est publié sur un gros média, très rapidement, en fait, il y a une autre publication qui arrive, une autre publication, etc. C'est forcément des sites web qui ont une volumétrie qui est très importante. Donc finalement, notre article, il se retrouve enterré au bout de 5 minutes, on est déjà en troisième page. Donc déjà, il faut que Google retrouve l'article en question. Et puis après, en termes de puissance, en tant que tel, bah, de spécificité, souvent les sites médias sont des sites qui sont généralistes. Et donc, bah, forcément, ça manque de spécificité également. Donc, voilà. Donc, pour moi, en tout cas, des petits liens dans une niche bien spécialisée, ça va vraiment potentiellement donner bien plus de puissance, bien plus de jus, plutôt que, encore une fois, pour des raisons de vanity metrics ou autres, ou même de se faire plaisir soi-même avec des gros médias. Alors certes, ça peut être bien pour le branding, mais d'un point de vue SEO en tant que tel, avec un budget de 5 000 euros ou de 8 000 euros pour un backlink, il faut mieux avoir beaucoup plus de backlinks sur des sites un peu plus petits, mais vraiment dans la thématique. Exact. Puis si je peux me permettre une intervention, faire du pouce à ce qu'Alexandre vient de dire, parce qu'il y a 100% raison. Là, il y a deux points que je voudrais faire du pouce. Le premier, c'est que effectivement, qu'un site web qui est performant peut avoir des liens spammy, puis il sera pas affecté par ça.
dans le sens que si tu performes bien puis que tu es bien ranké, donc tu pars bien, tu vas probablement être attaqué. Des gens qui vont essayer de te faire du négatif Ouais. SEO. Du SEO négatif, c'est quand on envoie des mauvais liens. Et Google en est conscient. Donc, il va protéger ton site web en disant, je prends plus effet là-dessus. Parce que c'est vrai que le web, c'est comme une courte pointe, hein. Ça peut être tout croche, tout débalancé. Par contre, si tu ne sors pas sur Google et que tu te fais spammer, là, ça se pourrait que... Parce que là, tu n'as pas la protection de quand tu sors sur Google puis que tu as de l'autorité. Donc, ça dépend tout le temps quel site web qui reçoit des mauvais liens. Si tu n'as pas de force sur Google, tu reçois des mauvais liens, ow! Mais si tu es vraiment bon sur Google, tu reçois des mauvais liens, Google, c'est comme, c'est cool, c'est pas grave, on te protège, we got your back, on te protège parce qu'on sait que tu te fais probablement, t'es ciblé parce que tu performes. Donc, il faut faire la distinction des deux. Mais effectivement, pour les sites web qui performent en SEO, les links spammy, c'est moins grave, c'est beaucoup moins grave. En fait, c'est quasiment pas grave, là. Il y a peut-être un seuil rendu à un certain niveau, mais règle générale, c'est très bien. L'autre chose qu'il disait sur les liens qui proviennent des grands médias, je suis d'accord, Alexandre. Faut aussi regarder d'où vient le lien, c'est-à-dire dans la structure du site web. Si un site web envoie un lien, là, je vais y aller à l'utopie extrême, là, ça arrive très, très, très rarement, mais supposons que ça arriverait. Supposons qu'un site web décide d'envoyer un lien vers mon site web de sa page d'accueil. De sa page d'accueil, ça mène à mon site web. Wow, ça, ce serait le site web, là. Wow, c'est un fantasme de gars de SEO ou de filles de SEO. Tu sais, ça arrive pas, là. Tu sais, ça va être une profondeur, probablement un article de blog qui pointe ou une page qui pointe vers un article de blog. Ben, avec les médias, ce qui arrive, c'est que souvent, on est très, très, très loin dans la profondeur du site web du média, comme il disait, avec des petites volumétries, puis qui Et va oui. pointer vers notre site web. Donc, il n'y a pas beaucoup de traction. Mais si supposons la presse ou le Journal de Montréal, sur sa page d'accueil du site web, envoyer un lien vers mon site web, je le On prendrais est cool, très là. volontiers, même si c'est un peu moins pertinent, c'est généraliste, quoique la pertinence est super importante, là, je suis d'accord avec Alexandre, mais je la prendrais volontiers, le lien de la première page du journal, vous comprenez, mais ça arrivera jamais. C'est juste pour comprendre le principe de profondeur dans un site web qui va pointer vers nous aussi. Ben, à moins que tu fasses un meurtre. Oh, ah. Ce serait pas de la belle pub, Ils disons. mettront pas ton site web, ils vont Ah, juste mettre ta franchement, c'est face. exact, c'est vrai. Bon point. Bon point. Ouais, j'avais comme pas saisi l'idée de faire un meurtre pour être dans le journal, comme s'il allait mettre le backlink. Ouais. On va. Voulez-vous ajouter quelque chose avant qu'on passe à l'IA puis l'impact que ça a sur les SEO? Payez pas pour des backlinks. Ah, payez Ouais, pas, non. OK. Ben, garde, des fois oui, là, mais ça peut pas Oui, être mais ta seule stratégie. pas le petit coon qui te vend ça, trois Ouais, bons backlinks pour 5 $ puis qu'en plus, il te donne une bière, là. Non, non, ouais, stay non, away. c'est ça. Ben, et ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin sur les backlinks pour cette conversation-là, c'est qu'il y a différentes qualités, puis probablement que les plateformes qui vendent des liens, ben c'est un peu, on appelle ça des link farms souvent, des fermes Ouais. de liens, où est-ce que ça vieillit pas bien ces sites web-là, puis c'est pas des sites web de qualité. Donc, non, pas vraiment. Tu payes pas pour ça, puis en plus, ben Non. si tu sors déjà bien sur Google, ben c'est correct, tu sors déjà bien sur Google, donc t'as pas besoin de backlinks. Puis si tu sors pas sur Google puis que t'as des liens toxiques comme ça, ben t'es même pas protégé par ton immunité de performance, fait que tu te tires dans le pied. Fait que d'un côté Pas comme de bien. l'autre, soit que t'en as pas besoin ou soit que tu te fais mal. Mm. Après, souvent, alors je sais pas ce qu'il en est du marché au Québec, mais aujourd'hui en France, alors le problème aussi, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que en fait l'achat de liens, par exemple, si vous avez un site, vous avez vos concurrents qui ont un site. Si à un moment donné vous achetez des liens et que sur une plateforme et que les concurrents achètent les liens sur la même plateforme, à la fin vous allez vous retrouver exactement avec les En mêmes liens. compétition. Et en fait, à la Oui. fin, c'est un peu à somme nulle. Tout le monde va dépenser. En fait, c'est l'éditeur qui a le site web qui vend des liens qui va être content parce que lui va en vendre énormément. Mais en fait, à la fin, c'est vraiment à somme nulle. Et c'est pour ça d'ailleurs, je sais pas trop au Québec ce qu'il en est, mais en France, moi, je le vois de plus en plus sur des marchés concurrentiels, l'émergence notamment de réseaux de sites. Donc, ce qu'on appelle les PBN, Mm. également pour Private Bloat Network. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment avoir un site, donc le Momney site, et autour de ce Momney site, créer d'autres sites
donc dont la personne est propriétaire, et en fait qui va avoir un seul objectif, un seul rôle, faire des liens vers le money site. Et en fait là, entre guillemets, on est sûr que bah, les liens qui sont faits depuis le PBN, eh bien, ils vont pointer uniquement vers le money site, et ça, les concurrents, ils les auront jamais, en fait. Donc, c'est une Mhm. stratégie que je vois de plus en plus sur des mots-clés concurrents, ouais, Mais en avec forte difficulté, les concurrence. sites en périphérie n'ont pas l'autorité, à tout le moins au début quand on les lance. Il doit y Oui, avoir un mais après, outil en à fait, bâtir l'autorité de ces sites-là. souvent, en fait, ce qui se passe, alors ça en plusieurs niveaux, hein, donc tu as le monosite, autour, ce qu'on appelle les sites satellites, donc ou des sites fusibles, et ensuite tu as une autre couronne aux alentours avec des sites qui sont des sites entre guillemets un peu plus spammy et qui vont balancer justement du jus au sein des sites satellites, et les sites satellites vont ramener le jus au sein du monécite. Donc ça se fait toujours par niveau de progression. Et c'est pour ça que les sites satellites, on les appelle aussi les sites fusibles. Parce que si jamais, pour une raison X ou Y, bah, les sites spammy remontent vers les sites satellites, en fait, il faut les faire sauter pour éviter que ça remonte au monécite, en fait. En Voilà. passant, si je fais du pouce sur ce qu'Alexandre a dit, les PBN, les Private Blog Network, c'est du Black Hat SEO. Le Black Hat SEO, c'est Ouais, comme la magie noire, donc c'est contre les règles, en fait, les règles on de n'en fait Google pas de façon plus ici. précise. Euh, donc, à ne pas faire si on connaît pas ça, c'est-à-dire parce on peut être pénalisé pour ça, il faut cacher ce qu'on appelle les footprints, donc les empreintes, c'est-à-dire que Google ne doit pas savoir qu'on possède ces sites web-là, ou si on veut le faire de façon tout à fait légale, mais là, ce sera pas un solopreneur qui va faire ça, on s'entend, ce serait d'avoir un consortium. J'ai une entreprise, puis il y a des entreprises mères, puis là, ces entreprises mères-là pointent vers mon entreprise, puis ce sont toutes des money sites, donc ce sont tous des sites web qui génèrent de l'argent plutôt qu'un site web qui génère de l'argent qui se fait endosser par d'autres sites web satellites qui sont juste des blogs de mauvaise qualité souvent puis qui vont envoyer du jus. Si on le fait de façon légale, ça va être avec consortium. Moi, j'ai un client que c'est ça, c'est un consortium, puis eux, puis c'est tout à fait légal, ils le cachent même pas à Google. Hey, on est là, on est un consortium, on possède cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là. Donc, c'est une façon cheap et contre, pas illégale, contre les règles de Google d'avoir des sites web qu'on va entretenir avec du contenu souvent de moins bonne qualité ou avec du chat GPT et ainsi de suite. Mm. Mais il reste qu'il faut pas se faire prendre si ce n'est pas un consortium, à moins qu'on fasse croire que c'est un consortium, mais encore là, faut faire attention. Donc, c'est une stratégie qui existe pour avoir des liens uniques, mais ce n'est pas une stratégie qui est endossée par Google, je tiens à préciser. Et c'est pour ça, en fait, tout à l'heure, je pensais à ce que tu disais, notamment sur le lien sur la homepage du gros média. En fait, bah, moi, c'était quand c'est cette semaine, et j'ai repéré pour un de mes concurrents, bah, l'un de mes clients a un concurrent, et j'ai repéré effectivement un réseau de sites. Comment j'ai fait pour le voir? En fait, il recevait beaucoup de liens provenant de sites, et c'était des liens qui étaient faits depuis la homepage. Et en fait, ça, quand tu en as de temps en temps, bon, ça peut arriver, mais c'est très anecdotique Oui. ça se voit. C'est par exemple quand tu as des références clients ou ce genre de choses, là, ça peut arriver. Mais là, dans le cadre, il y avait 15 sites qui avaient été créés spécifiquement dans le cadre d'un réseau de sites. Et là, très clairement, c'était un PBN, ouais. Ouais, ben ouais. Quand ça vient de la page d'accueil, les liens, c'est un cadeau du ciel. C'est un Donc, si peu ça arrive cramé, plein ouais. de fois, tu te dis soit que c'est un consortium, soit que c'est quelque chose ou c'est des Ouais. PBN. OK, on va clore le sujet parce que je vois passer le temps. Je veux qu'il nous reste un petit peu de temps pour parler de IA. D'abord, on l'a entendu, mais on l'entend de moins en moins. Mais est-ce que l'IA annonce la fin du SEO? Pas en tout. C'est- Non, et hier, comment ça va le transformer? j'avais une discussion là-dessus hier avec un rédacteur SEO, puis on riait parce que Google Gemini, Bard, a été lancé au Canada finalement hier. Honnêtement, je l'avais déjà essayé en VPN, là. C'est pas à se pitcher par terre, là. C'est la même chose que ChatGPT. Puis la réponse, j'ai demandé à Google Gemini, j'ai dit, Hey, tu vas-tu me voler ma job comme spécialiste SEO? Et sa réponse était vraiment bonne. Mais il y a un aspect de sa réponse que j'ai vraiment aimé, puis c'est, ben, moi, je gère pas la relation client, la relation humaine. Fait que, oui, tu pourrais te fier à une intelligence artificielle pour tes textes, mais reste qu'il manque un côté chaleur humaine, veut pas, un petit côté. Tu sais, moi, les gens qui lisent mes textes, ils disent, ah oui, tu sais, je sens vraiment ta voix au travers. Mais c'est pas
ChatGPT ou n'importe quoi qui va donner ma voix. Puis honnêtement, c'est pas nouveau, le AI en passant. Ça doit faire près de 10 ans que j'utilise Jasper, qui est un rédacteur en ligne. Ça s'appelait, voyons comment ça s'appelait avant? Jarvis, quelque chose comme ça. Je pense que c'était AI Ouais, Text ou je sais pas trop, je me rappelle. ouais, c'est ça, mais ça fait super longtemps que ça existe. Fait que là, tout le monde est comme, oh, le AI, le AI. Wow, wow, wow. Ça fait vraiment longtemps que la rédaction AI existe. Oui, elle est un peu plus sophistiquée Là, c'est aujourd'hui. mainstream aussi. Ouais, là, c'est Et super il y a la mainstream. rédaction, il y a la rédaction, mais c'est probablement ce dont tu fais référence, Jen. Mais quand on va sur Google, puis on pose, c'est 50% des requêtes qui est informationnelles, vous disiez, Plus de ben, toutes 50, ces ouais. requêtes-là, si on les rentre, puis l'intelligence artificielle répond directement sans qu'on ait besoin de visiter le site web, il me C'est un semble là, bon ça point. devient problématique, non? Fait qu'il y a le côté rédactionnel, mais il y a aussi le volet où ça peut impacter le trafic d'une certaine façon, non? Ouais, mais ça existe déjà, le click zero, la position zéro. Puis, mais ça va quand même aider ta notoriété parce que veux ou veux pas, tu vas le voir. C'est quoi ce site-là? Puis, tu vas avoir ça, tu sais, back of mind. Tu vas penser à, ah, ça a répondu à telle question. Fait que, mais oui, t'as 100% raison, là, ça peut affecter le trafic. Clairement, je pense que Nick, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, en fait, moi, quand je veux si j'ai besoin d'une information précise, je vais continuer à aller sur Google, même si tu as raison que je demande beaucoup plus à ChatGPT et ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce que les LLM, ils ont une date de péremption. Ils ont arrêté d'étudier le web à telle date. Souvent, c'est 6 mois, 1 an. Donc, si tu regardes, si tu vas avoir quelque chose de vraiment récent, ben, tu sais que les sites web, eux, les sites web qui sont à jour et qui créent du contenu ont créé du contenu beaucoup plus récent. Donc, si je veux une réponse que Google s'est nourri d'un contenu, ben, ça a été beaucoup plus récent. Pour la création de contenu avec ChatGPT, ça a une influence sur Google aussi, dans le sens que Geneviève en a parlé tantôt, puis Google commence à être de plus en plus transparent avec ça, ce qui est très agréable parce que j'ai fait un épisode de podcast sur mon podcast il y a 2 ans de ça, puis tout le monde me disait que j'étais fou, que j'hallucinais, puis Google, en février 2024, vient de l'avouer, comme si ça venait d'arriver, mais ça vient pas d'arriver, ça fait 2 ans que le problème existe avec Google, et c'est exacerbé avec ChatGPT. Google a de la difficulté à indexer des pages. OK? Avant, on n'avait pas besoin de forcer Oui. l'indexation des pages et tout ça. Mais il faut voir le web comme l'univers. Puis l'univers est en constante expansion. Mais ChatGPT l'a fait vraiment expandre vite parce que la capacité de production de contenu de tout le monde est très grande. Donc Google a des défis d'indexation qui avant n'existaient pas. Et c'est la corrélation avec la création du contenu par l'IA a vraiment, vraiment, vraiment une belle corrélation. Est-ce que c'est une causalité parfaite? Probablement pas, mais des fois, les corrélations sont de causalité, des fois, elles ne le sont pas. J'aurais tendance, mon pif me dit qu'il y a probablement une causalité à ça. Je passe mes journées à cliquer sur Request Index. J'en ai mal aux doigts. Dans les 10 ans que je suis dans le domaine, je n'ai jamais autant manuellement indexé de pages que depuis la dernière année. Tout 2023, 2024, c'est ridicule comment que je dois manuellement indexer des pages. On est comme revenu au Stone Age un peu, là. Tu sais, Google est supposé de crawler ta page puis de la mettre en ligne. Non, non. Elle reste pognée dans Discovered ou Crawl but not indexed. Fait que c'est la job à Minou ici d'aller cliquer et t'as un quota de 25 par jour. Fait que quand t'en as 1000 à indexer, là, c'est long, longtemps, hein? Mais Google a quand même, cette semaine ou la semaine passée, en tout cas début février 2024, a dit, hey, on a des défis d'indexation, on Ouais, j'ai travaille vu. là-dessus. Mais bravo, ça fait 2 ans. C'est correct, je reçois un salaire pareil, mais des fois, c'est poche parce que on crée du contenu, puis on s'est vraiment donné pour créer le contenu, et la page elle reste pognée dans crawled but not indexed. J'ai juste envie de pogner mon ordi puis de le pitcher. Je me dis, si tout le monde prenait Bing, peut-être que ça serait plus facile. Il y aurait les mêmes défis. Euh, est-ce que ça va créer des opportunités à ce moment-là, l'arrivée de l'AI pour le SEO? Patricia, peut-être ça Ben, fait tellement. Puis c'est Nick qui m'a introduit à une nouvelle
un nouvel outil récemment dans les derniers mois, Search Atlas, que maintenant Oui. j'utilise, que j'utilise plus CMrush, puis je me suis tournée vers cet outil-là. Et je veux dire, je reçois à chaque jour des recommandations par courriel de l'outil qui me dit Ah, on a remarqué telle opportunité en termes de maillage interne sur tel site. Fait qu'il travaille pour nous. Donc, nous, après, on se retourne vers le client. Puis, tu sais, c'est bien sûr, le client, il pourrait l'acheter, le Search Atlas, là, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres affaires dans sa business à faire d'optimiser son site. Quand on Il est capable commence, de comprendre. c'est ça. Mais quand on commence, tu sais, c'est sûr, on va aller chercher le plus possible peut-être des astuces gratuites et tout, mais tu sais, comme après un certain temps, nous, ça fait juste que notre travail, il est plus bon, là, il faut encore cliquer sur des index telle page, là, ça, c'est un peu plate, mais ça fait juste aussi que nos heures sont bien plus rentables pour le client. Là, tout le monde est gagnant, tu sais. Fait que Mm. je pense, oui, ça crée des nouvelles opportunités. Ça va remplacer, tu sais, l'AI va remplacer toutes les mauvaises personnes, en fait, les personnes médiocres en termes de qualité de travail dans toutes les Ouais. industries. Mais tu sais, quand les caisses automatiques sont arrivées dans les banques ou les caisses, comment on appelle ça, là, à l'épicerie, là, il n'y Ouais, a pas de les caissière. self-serve, là. Ouais, ça n'a pas remplacé les caissières. Il y en a moins, mais il y en a toujours une. Parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, il n'y a pas une fois où je fais l'épicerie puis que quand je scanne, il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas. Chaque fois, J'ai tout je le suis sur le temps. point de Faut péter la toujours, machine. faut toujours, j'appelle la madame pour qu'elle vienne. Ou quand j'achète de la Corona, de l'alcool, faut que je monte ma carte 18 ans et plus. Il y a toujours un être humain C'est juste qu'on va avoir peut-être pas besoin de 10 caissières, on va en avoir besoin de deux, mais deux qui sont capables de résoudre des problèmes, deux personnes Rapidement. qui ont aussi de l'entre-gens, qui vont être capables de faire un bon service client parce que le client n'est pas content que son estique de je sais pas quoi passe pas au bon prix. Fait qu'on vient quand même éliminer un travail qui n'avait pas une très grosse valeur ajoutée. Là, je parle des caissières, mais ça va être dans tous les domaines. Donc, c'est ça. Je pense pas qu'à court terme, ça va remplacer les SEO et tous les autres métiers, finalement. On a besoin d'humains encore partout où on va pour tout ce qu'on fait. Le petite caisse à l'épicerie, là, moi, là, elle me fait capoter. Si j'avais pas la petite madame à côté de moi, là, qui venait rentrer son petit code, là, j'attendrais longtemps. Mais c'est la même affaire avec l'intelligence artificielle. Faut toujours mettre un petit côté humain dedans. Moi, je le vois, là, quand c'est des textes 100% de ChatGPT, là, je m'endors en les lisant, là. Euh, Il faut le côté humain, puis il y a tout le brand voice aussi, là. Oui. Euh, Et aussi, tu sais, ChatGPT en français, ça va être très français international, français de ouais, France. Tu sais, c'est pas moi, adapté à nous, là. mais non, c'est ça. Des fois, je lis des Sorry, affaires, Alex. je dirais non, mais tu sais, mais même probablement que par région en France, c'est différent aussi, tu sais. Mais c'est un Mhm. français très propre que, tu sais, j'utilise pas ces termes-là. Donc, c'est sûr que je vais venir le changer. Fait si je me mettais à écrire des infolettes juste avec ChatGPT, les gens, je les verrais disparaître de ma liste, là. Ah ouais, Sont ça, bonnes c'est tes clair. infolettes en plus. Merci, t'es fait. Alexandre, veux-tu ajouter quelque chose par rapport aux Ouais, opportunités, par rapport... bah, un peu comme tout le monde, je pense que moi, en tout cas, quand j'ai vu arriver ça au départ, je me suis quand même posé des questions sur le futur, mon futur professionnel, hein. Je pense que tout le monde, on s'est peut-être un peu posé la question. Et puis après, je me suis, mon état d'esprit à l'heure actuelle, c'est simplement de me dire qu'effectivement, dans tous les cas, lorsqu'il y a innovation, bah, ça veut dire destruction de certains emplois et puis création d'autres emplois par la suite. Donc moi, la certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que bah, ce qui va remplacer en fait les SEO, c'est bah, les SEO qui n'utilisent pas l'IA. En fait, il faut absolument utiliser l'IA aujourd'hui dans nos tâches, alors à plus ou moins grand niveau. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mes process de campagne SEO avec mes clients, c'est quelque chose voilà, que j'ai intégré petit à petit. Il y a, alors, moi, je connais pas hein, l'outil dont vous parliez tout à l'heure, la Search Atlas, donc je vais me précipiter C'est C'est nouveau, très cool, Alexandre. hein. C'est récent, suite à mais ils cette font une grosse conférence. Là, je percée vais en regarder Amérique. ça. Ouais. Ouais, je vais regarder ça. Moi, par contre, il y a un outil, quelque chose dont j'entends finalement assez peu parler dans le secteur du SEO et d'ailleurs même de manière globale.
c'est l'utilisation de ChatGPT avec Google Sheet. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, moi, je suis un ancien financier, donc du coup, Google Sheet, j'adore tout ce qui est tableur. Voilà, bon, bah, c'est un peu mon problème dans la vie, peut-être. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un tableur avec justement, eh bien, ChatGPT. Et ça, c'est des choses qui sont ultra puissantes pour travailler notamment en batch et aller vraiment beaucoup plus vite sur, bah, par exemple, diminuer des titres ou modifier des métadescriptions, etc. Plutôt que de faire tout ça à la mano, bah, ça te permet d'avoir un premier jet. Et après, bien sûr, l'objectif, c'est toujours d'avoir une relecture et un retravail ensuite, bah, retravailler les éléments ensuite avec de l'humain. Mais ce mix, en tout cas, même par exemple, quand on a une série d'articles, moi, ça m'arrive que j'ai des clients, ils ont un blog avec, admettons, je sais pas moi, 400 articles. L'un des objectifs en SEO, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir une structure de site qui soit la plus claire possible. Donc, ce qu'on aime bien faire en SEO, c'est notamment des silos. Donc, catégoriser les articles pour les mettre, bah, mettre les poires avec les poires et les pommes avec les pommes. Donc, tous les articles qui sont relatifs au même sujet, les mettre ensemble. Bah, ça, auparavant, moi, c'est quelque chose que je faisais manuellement. Donc, j'allais sur l'article, je mettais, OK, bah, cet article-là, c'est tel type de catégorie. Le deuxième article, c'est quel type de catégorie? Et en fait, ça, avec l'IA, ça me permet de gagner un temps qui est énorme parce qu'en fait, je dis à ChatGPT, OK, tu as quatre catégories. Là, tu as les titres des articles. Eh bien, tu vas m'allouer, en fonction des titres, quelle est la catégorie qui te semble la plus pertinente. Et puis, plutôt que de passer, je sais pas moi, mettons une matinée pour pouvoir tout allouer correctement, bah, je passe 15 minutes dessus. Donc, très clairement, c'est des choses sur lesquelles bah, l'IA permet de gagner un temps qui est énorme. Et sur la partie création de contenu, alors moi, j'ai été toujours un peu prudent jusqu'à présent. Euh, alors, moi, avec mes clients, l'IA et notamment la génération de contenu, je le fais pas pour tous les contenus. En fait, si jamais c'est des pages qui sont business et des pages extrêmement importantes, il n'y a même pas moyen de discuter, c'est de l'humain. D'accord? Quand on est sur, par exemple, je travaille avec des plateformes, quand on est avec des plateformes où finalement ils ont des milliers de pages qui sont générées avec de la longue, très longue traîne, et que finalement ils ont ce qu'on appelle du contenu mince, là, pourquoi pas avoir du contenu généré par IA, parce que finalement, il n'y a pas grand monde qui se positionne, voire ça peut être parfois, alors il y a plusieurs, peut-être deux, trois personnes, mais c'est tout. Pour faire une différence, pourquoi pas générer du contenu IA pour ce genre de page? Ça peut être des choses intéressantes. Après, moi, je fais des tests également avec mes propres sites. Je pense que d'ailleurs, la plupart des SEO font ça parce que c'est important de tester avant d'appliquer des choses chez les clients. Mais moi, par exemple, j'ai un site notamment aujourd'hui qui est une plateforme où j'ai généré du contenu en masse avec de l'IA. J'ai pas encore suffisamment de recul pour dire si ça va, mais en tout cas, d'un point de vue des impressions, ça monte assez bien, assez fort. Mais l'autre point également qu'il faut avoir en tête, c'est que le contenu IA et la manière dont on génère du contenu aujourd'hui, en tout cas dans la manière dont la plupart des gens qui génèrent du contenu, à mon sens, c'est pas la meilleure manière. Il y a une très bonne conférence, peut-être que vous connaissez les frères Perronnet ici, vous Sylvain connaissez? Ouais. Perronnet, puis Ouais, c'est ça. Sylvain Perronnet, et donc c'est quelqu'un qui a fait une très bonne conférence sur le sujet. Et en fait, ce qu'on dit pas assez, c'est que bien évidemment, le contenu IA a des patterns, exactement comme des images. Les images qu'on va avoir sur Shutterstock ou autres, les banques d'images payantes, eh bien, il y a des logos, il y a des logos dessus pour dire cette image est propriétaire. En fait, c'est la même chose avec l'IA. Le contenu qui est généré par ChatGPT, il y a des patterns qui sont à l'intérieur, et même s'il y a toujours des gens qui vont dire oui, moi je suis plus malin que l'autre, que les autres, je peux faire sauter les patterns parce que j'ai un prompt qui est meilleur que les autres. En fait, concrètement, à partir du moment où on a plus de 10 mots consécutifs, c'est possible pour bah, justement pour Google ou autre de repérer que c'est du contenu IA. Et donc ça, c'est important aussi de l'avoir
toujours en tête parce que ça veut dire que si à un moment donné, ça peut arriver, si à un moment donné, Google dit, bah voilà, le contenu IA, vous me saoulez, j'ai du mal à indexer, bah, il peut à tout moment donné décider de changer son fusil d'épaule et de peut-être pas forcément, peut-être qu'il n'y aura pas de pénalité, hein, ou je sais pas ce que fera Google, mais en tout cas, de considérer ce contenu-là comme un contenu de seconde zone. Mhm. Mhm, absolument. Je pense aussi, Intéressant. écoute, je suis pas certain là-dessus. C'est bon d'avoir des canaris dans la mine, hein. Moi aussi, j'ai des sites test que je considère que c'est que du chat GPT pour voir si les canaris dans la mine euh, prennent des coups ou non. Ça semble pas être le cas. En tout cas, pour mes tests à moi, ça va. Mais je veux dire, on sait jamais, là. Je veux dire, c'est mieux qu'il y ait plus de gens dans la communauté qu'il y ait des canaris dans la mine puis qu'on se parle, là, ça c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que là, sur le site dont je parle, dont j'ai parlé auparavant, plutôt que alors c'est sur des pages qui sont très spécifiques. Ce que je fais, c'est que je peux prendre par exemple du contenu qui est existant et je te redemande à ChatGPT de reformuler phrase par phrase le contenu qui a été fait auparavant. Et en fait, là, je pense que c'est beaucoup plus précis parce qu'en fait, à partir du moment, c'est toujours comme tout, en fait. Plus on laisse de la marge de manœuvre à ChatGPT, plus il peut partir complètement en vrille. Et bah, c'est ce qu'on appelle halluciner avec dans le langage IA. Donc, alors que quand on dit à l'IA, OK, tu as une phrase, bah, reformule cette phrase. Alors, il peut aussi partir complètement en sucette, hein, mais ça sera quand même toujours un peu plus limité. Super. Voulez-vous, avant de clore le sujet, avez-vous quelque chose à ajouter? Peut-être Patricia, Geneviève? Ben non, je pense qu'il faut s'en faire Ouais, un dans le allié, fond. Ouais. l'intelligence artificielle, il faut s'en faire un allié. Puis, comme on dit, je pense dans toutes les industries, ceux qui ne sauront pas s'en servir, malheureusement, vont peut-être disparaître avant les autres. Donc, Faut pas voilà. avoir peur de la technologie non plus. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont très, très réticents à ça. Tu sais, moi, il y en a des gens dans mon réseau à qui j'ai parlé, puis c'est comme non, non, moi, j'utilise pas ça, là. Faut pas avoir peur. Fut un temps que les gens écrivaient dans les journaux, puis il n'y en avait pas d'ordinateur, il n'y en avait pas, puis tu sais, la technologie va toujours continuer à évoluer. Faut travailler avec et pas être contre elle. Puis, à ce que je sache, les gens qui sont contre la technologie, ils évoluent pas ben. Tu sais, si vous voulez un bon exemple de c'est quoi être contre la technologie, regardez Terminator. Tu sais, Skynet, fallait évoluer avec Skynet, hein. J'allais faire la même blague, j'allais dire, bon, je vais peut-être sauter mon tour avec Neuralink, là, mais ouais. Super. Ben, merci beaucoup. Pour conclure, on va faire, si vous voulez, un petit tour de table, juste pour savoir où vous rejoindre, où vous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez quelque chose à plugger, un lead magnet, quoi que ce soit, un site web, faites-le. Et oui, Patricia, ton lien, il va y avoir un lien vers ton site web qui Oui, va c'est venir ça. avec l'épisode sur le site. Yeah! A Donc, backlink! Nicolas, veux-tu commencer le tour de Ben, table? écoutez, moi, j'ai présentement, je suis en train de changer pas de marché. Donc, je cible vraiment le marché de l'entraînement physique. Donc, une niche vraiment précise. Donc, mais j'ai quand même un podcast qui s'appelle Commerce électronique et actifs numériques qui est plus vraiment actif, mais que je vais réactiver en changeant son nom éventuellement. Mais sinon, si vous voulez me rejoindre, c'est roiseo.com. C'est un site qui est en transition présentement. Et Patricia? Oui, moi, c'est patriciafiliatro.com, donc PF Communication, puis j'ai une gratuité, en fait, de mes 3 secrets SEO. Donc, j'avais parlé tantôt collaboration, constance, et l'autre, je vous le dis pas c'est quoi. Je m'en souviens plus, mais je vous le dis pas comme ça, vous allez le découvrir. Je vais Mais aller le chercher. ouais, c'est ça. Donc, assez facile à trouver sur mon site web. Sinon, réseaux sociaux, Pat Filiatro sur Instagram et sur Facebook et LinkedIn, bien sûr. Super. Geneviève, de ton côté? Je suis beaucoup plus sur LinkedIn de mon côté. Sinon, c'est genevièvedec.com. Vous avez accès à ma formation par l'entremise de mon site web. Je ne prends pas de contrat de site web à mon compte. Moi, c'est vraiment vocation
formation. Donc, si jamais vous êtes intéressé à faire du SEO, mais appelez Patricia ou Nicolas ou Alexandre. Et tout. Excellent, merci. Et toi, Alexandre? Eh ben écoute, si vous voulez me contacter, c'est pas possible. En fait, je n'ai pas de site web. Non, je rigole. Euh, On en a je parlé n'ai pas tantôt. d'email, je n'ai pas de WhatsApp, je n'ai pas de voilà. Après cette réunion ensemble, je vais partir dans la forêt et vous pouvez pas me retrouver. Non, plus sérieusement, j'ai un site web qui s'appelle Tweno, donc ça s'écrit Twino, sur lequel je poste régulièrement du contenu sur le SEO. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle j'ai un peu plus de 2000 abonnés. Alors, je suis un peu moins actif, mais je pense qu'il va falloir que je m'y remette. Je dis ça depuis 6 mois, mais je m'y remets pas. Mais bref, il faudrait que je m'y remette à un moment donné. Et puis, même chose. Alors, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, mais même si je suis beaucoup moins présent. Par contre, j'ai une newsletter si jamais vous vous inscrivez. Et donc, toutes les semaines, vous allez recevoir de l'info sur le SEO. Voilà. Super, merci Hey, beaucoup à tous. merci. Un élément Merci à tous. que peut-être que Nicolas, on peut mentionner, tu vas donner des ateliers sur le SEO le 5, 7, 12 et 14 mars. Voilà, pour les intéressés, ces ateliers-là vont se retrouver dans le catalogue de formation aussi par la suite si vous ne pouvez pas y assister en direct. Merci beaucoup pour toute votre générosité. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a couvert le sujet de long en large. Merci à tous ceux qui êtes restés jusqu'à la fin. Puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle table de discussion. Bye bye. Bye.